forge, on essaie de monter la barre toujours plus haut. Mais aujourd'hui, on a vu les choses en très grand. Dans cette édition, tout, de l'acier aux armes, en passant par les tests, sera au format XXL. C'est un gros couteau, il est énorme. Qui se montrera à la hauteur et remportera les 10 000 $? Bienvenue dans le meilleur forgeron XXL. Je m'appelle Marc et j'ai 28 ans. J'ai commencé la forge après être tombé sur des gars en armure qui faisaient du combat à l'épée dans un champ. Parmi eux, il y avait un forgeron et ils m'ont embauché comme apprenti. J'ai fait faire cette veste sur mesure pour l'émission, parce que je me suis dit que David Baker n'était pas le seul à avoir le droit d'être aussi classe. Je police, et ça fait 3 ans que j'apprends la forge en autodidacte. Il y a des gens qui rêvent d'aller à Disney. Moi, mon rêve, c'était de participer à cette émission. J'ai vraiment hâte que ça commence. Je m'appelle Michael, j'ai 54 ans et je pratique la forge depuis 30 ans. J'ai commencé en fabriquant des couteaux pour des tournages de cinéma. Je suis assez confiant, j'ai juste peur de perdre mon pantalon. C'est pour ça que j'ai mis des bretelles en plus de ma ceinture. J'habite au Texas et j'ai 30 ans. Ça fait 5 ans que je forge des lames. Avant, j'étais dans l'armée de l'air. Une des choses qui me rend le plus heureux, c'est de faire du bénévolat dans une association qui s'appelle Reforge. Et elle est basée à San Antonio. On donne des cours de forge gratuits à des vétérans et des secouristes, et on s'en sert un peu comme une forme d'art-thérapie. Messieurs, bienvenue à la forge. Tous les 4, vous allez participer à la plus grande des compétitions de forge au sens propre. Car aujourd'hui, les 4 éditions de notre série, le meilleur forgeron XXL. À la fin de chaque épreuve, vous présenterez vos lames à notre panel de juges experts qui les examineront avant d'éliminer l'un d'entre vous. Sous cette bâche, il n'y a pas une, mais 2 des plus grosses pièces d'acier jamais mises à disposition des candidats pour forger leurs lames. J'essaie de deviner ce que ça peut être, ce truc énorme sous la bâche. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je pense que ça ne va pas me plaire. Messieurs, j'ai vos lames. Devant vous, 2 mètres de rails de chemin de fer. Ces rails sont en acier trempable. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour forger la lame de votre choix, à condition qu'elle mesure entre 38 et 43 cm. On doit quand même pas tout utiliser. À la fin de la première manche, vous présenterez vos lames au juge et l'un d'entre vous sera éliminé. Les 3 candidats restants accéderont à la deuxième. Vous devrez ajouter un manche à votre lame pour en faire une arme fonctionnelle. Puis, les juges examineront vos lames une nouvelle fois avant de tester leur résistance contre une traverse de chemin de fer et leur tranchant face à du cuir tendu. Vous avez 3 heures pour accomplir cette première épreuve. Bonne chance, l'épreuve commence maintenant. On va où? On prend ce côté. Ok. Nous, on prend ce côté, et vous, l'autre? Ouais, parfait. C'est énorme. Le plus dur dans cette épreuve, c'est de récolter l'acier. Parce qu'une fois que c'est fait, ils n'ont aucun alliage à faire. En plus, il y en a tellement qu'ils peuvent couper la longueur qu'ils souhaitent, et après, il n'y a plus qu'à étirer l'acier. J'ai déjà fait des sculptures à partir de rails de train, mais des lames, jamais. C'est un matériau difficile à travailler à cause de sa forme, de sa taille, et parce que ce n'est pas simple à découper. Une des stratégies consiste à il faut découper. Ils peuvent gagner du temps en découpant vite un gros morceau, mais passer plus de temps à le forger, ou alors prendre le temps de découper une des parties où le rail est plus mince et gagner du temps sur le forgeage. Michael s'est déjà emparé du chalumeau, c'est bien. C'est le moyen le plus rapide. Ça fait 30 ans que j'utilise des chalumeaux oxyacétyléniques. Je coupe dans la partie basse du rail. Comme ça, je laisse la gravité faire une partie du travail. Le morceau, c'est déjà une lame. Il n'y a plus qu'à l'aiguiser. Oui, bonne idée. J'élimine le laitier avec la meuleuse. Ensuite, je pourrais faire chauffer mon acier. Je vais utiliser le chalumeau de coupe. J'ai jamais fait ça avant, mais c'est le moyen le plus rapide de couper dans le rail. La flamme de John est beaucoup trop grande pour bien couper. Ça commençait bien, mais de l'acier en fusion. Et puis, il a durci. C'est un échec cuisant. Quand on sait se servir du chalumeau, ça prend 5 minutes à découper. Mais si on ne sait pas comment régler le mélange d'oxygène et d'acétylène, on peut perdre beaucoup de temps avant d'arriver à quelque chose. Je n'arrive pas à couper dans l'acier. C'est très frustrant. Je vais prendre un marteau. Mais si ça ne marche pas, il faudra que je réessaie avec le chalumeau. C'est bon, au boulot. Regardez, Marc a décidé d'utiliser la disqueuse. Pour découper la partie haute du rail, ce n'est pas la disqueuse qu'il faut utiliser, c'est le chalumeau. Je n'arrive à rien avec la disqueuse.
Je sais que c'est plus rapide d'utiliser le chalumeau, mais je ne sais pas m'en servir. Donc tout ce que je peux faire, c'est persévérer et angoisser à la vue des minutes qui passent. La base du rail est suffisamment large et épaisse pour forger... J'ai décidé de couper au centre du rail parce que c'est la zone la plus fine et la plus plate. On leur demande de forger une grosse lame, alors autant prendre un gros morceau d'acier. C'est facile de retirer de l'acier, alors qu'on ne peut pas en rajouter, à moins bien sûr de faire une soudure à la forge. Je ne pensais pas que découper un rectangle dans le rail, ça me prendrait autant de temps. J'ai réussi à couper la base du rectangle sans difficulté, mais au moment de découper la partie supérieure, je me suis rendu le passage de la disqueuse. Et comme j'ai pas envie de la tenir à l'envers, je suis obligé de faire avec. Plus je passe du temps à découper mon acier, et moins j'en aurai pour faire tout ce qu'il me reste à faire ensuite, dans le temps imparti. Une fois meulé, j'ai mis mon acier dans la forge et j'ai utilisé le marteau pilon dès que j'ai pu. Je vais faire un gros couteau de combat. C'est une belle lame longue et élancée avec une pointe tombe. Il sera assez similaire au couteau style Apocalypse que j'ai pu forger pour certains films. La lame de Michael est déjà très grande. Elle a une allure dingue. Après avoir nettoyé mon acier, je l'ai mis dans la forge. J'ai décidé de faire une machette. Je pense que c'est le plus simple au vu des conditions. Et puis, c'est une lame très tranchante. Maintenant, il faut que j'étire mon acier. J'ai enfin détaché un morceau d'acier et je l'ai jeté dans la forge. Voilà, Matt a réussi. Je suis content d'avoir enfin de l'acier dans ma forge. Je commence à forger après tout le monde, mais ça va. Parce que mon rectangle d'acier est déjà une billette. J'ai juste à l'étirer pour qu'elle soit à la bonne taille et à la bonne épaisseur. Vous feriez quoi comme couteau? Moi, je ferais un couteau avec un tranchant convexe, une lame assez large et puis... Je pense que le meilleur choix de couteau pour moi, c'est le Sax Viking. D'abord, c'est un couteau idéal pour réussir le test de tranchant, parce que son fil de lame est droit. Et c'est un couteau que je peux forger rapidement. Dès que ma billette sera chauffée, je souderai. Je suis un peu inquiet parce que si ça ne marche pas, je vais devoir tout jeter. Et il y a une énorme fissure qui court tout le long du dos de ma lame. Marc a vu une fissure. Il a largement de quoi faire avec tout ça. Si effectivement il y a une fissure quelque part, il pourra toujours couper cette zone. Ou s'en servir pour la soie. Je suis dégoûté. Il va y avoir des fissures partout. J'ai deux options. Soit j'arrive à me débarrasser des fissures, soit je recommence avec un nouveau morceau. Marc a l'air paralysé. Ouais. C'était pas facile de couper dans ce rail. Alors quand je vois le temps qu'il reste, j'arrive pas à me résoudre à recommencer. Je sais pas quoi faire. Moitié du temps imparti et Marc est en mauvaise posture. Il hésite à découper un nouveau morceau d'acier dans le rail pour tout recommencer. Et c'est pas l'option la plus simple. J'ai vu deux énormes fissures dans mon acier. Soit j'arrive à m'en débarrasser, soit je balance tout et je repars à zéro. On dirait que Marc veut prendre un nouveau morceau d'acier dans le rail. Il a déjà perdu beaucoup de temps à couper et chauffer le premier. Là, il recommence. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas d'abord essayé de les tirer. Ouais. La seule chose que je ressens, c'est du stress. Marc a coupé un nouveau morceau beaucoup plus petit que le premier. Il est passé d'un extrême à l'autre. Ça va être juste au niveau du temps, mais je dois tout donner. Il vous reste 90 minutes. Je suis ravi de ma lame. J'espère qu'elle plaira à tout le monde autant qu'à moi. Je prends une tige d'acier et je forme un cœur à l'extrémité. Ce petit cœur, c'est pour Jay. J'espère qu'il ne le brisera pas. On peut dire que c'est fait avec amour. C'est pourtant pas la Saint-Valentin. Je sais que je suis capable de lui donner la forme que je veux, mais ma billette est très épaisse. Il faut encore que je l'étire. On leur a mis à disposition des rails de train immenses. J'espère juste que leurs lames ne vont pas peser une tonne. Parce que ça risque de compromettre vos épaules et leur capacité à remporter 10 000 $. Des gouttières sur ma lame. Pourquoi utiliser la guillotine de forge et pas une meuleuse d'angle? La guillotine permet en même temps de creuser des gouttières et d'étendre la surface de la lame. Ce n'est pas le cas avec la meuleuse. Les gouttières sont bien droites. J'ai l'habitude de forger des grands couteaux. Mais une lame entre 38 et 45 cm, c'est énorme. J'étire mon acier, mais comme il est plus épais d'un côté que de l'autre, ce qui est un problème. Je suis obligé de l'aplatir à chaque fois avant de l'étirer à nouveau. Une fois que ma lame a le bon profil, je jette un coup d'œil à l'horloge. C'est l'heure de la meuleuse. J'ai pris du retard sur l'épreuve, il faut que je forge ma lame. Je vais faire un satévari géorgien. On dirait une lame à double tranchant, mais non d'accord, qui court sur toute la longueur de la lame.
Je vais lui ajouter des gouttières et garder un faux tranchant assez large pour résister à la traverse de chemin de fer. Marc a rattrapé son retard. Je suis quelqu'un d'un peu marginal. Tout ce que je fais, c'est inspiré de la fantaisie et de l'histoire. Mais ça va, je le vis bien. Messieurs, il vous reste 45 minutes. J'aime beaucoup la lame de Michael, parce qu'il a joué avec les proportions. À la base, c'est simplement un genre de couteau Bowie, mais il a agrandi d'une dizaine de centimètres. Il est énorme. La lame était parfaite. Elle est droite. Maintenant, je n'ai plus qu'à meuler. C'est la première fois que j'ai allumé ma forge, je suis tombé amoureux. Faire des couteaux, c'est un art. On part de presque rien pour créer quelque chose de nouveau. La couleur est bien. John trempe sa lame. Et elle est parfaitement droite, je suis rassuré. Je vais retourner à la meuleuse pour l'affiner du mieux que je peux. Il vous reste 10 minutes. Marc a trempé sa lame alors qu'elle était extrêmement chaude. Ça peut l'avoir rendu très fragile. Je suis très content d'avoir rattrapé mon retard aussi vite. Maintenant, je peux me focaliser sur ma lame. J'ai fini de meuler, mais avant de tremper ma lame, je voulais lui rajouter un petit quelque chose. J'ai utilisé la meuleuse à ruban pour creuser les gouttières. Matt n'a plus beaucoup de temps. Il ferait mieux de finir sa lame au lieu d'ajouter des détails. Ma lame est prête pour la trempe. Il trempe sa lame. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, éteignez vos machines. La première manche est terminée. Je suis super content du résultat final. Et j'espère que j'ai raison de l'être. Dernières heures, vous avez récupéré de l'acier sur un rail de chemin de fer pour forger la lame de votre choix. À présent, les juges vont décider pour qui la compétition continue et pour qui elle s'arrête. Marc, c'est à vous. Veuillez présenter votre lame au juge. Tout d'abord, la forme du manche est très audacieuse. On n'avait encore jamais vu ça dans cette émission et j'aime beaucoup. C'est une très jolie épée courte. Mais il faudrait faire un travail de meulage plus poussé pour faire disparaître l'acier profonde. Hormis ça, c'est du bon travail. Merci. John, présentez votre lame. John, j'aime beaucoup le design de votre machette. Le manche est très confortable, mais il m'a l'air un peu petit pour une lame aussi lourde. Quand on la prend en main, on sent qu'elle a tendance à piquer du nez. Si on regarde le dos de votre lame, on voit qu'il est très épais. Donc si vous restez avec nous, il faudrait que vous allégiez votre lame. Autrement, elle risque d'être dure. Elle est très belle. Michael, c'est à vous. On voit tout de suite que c'est du très bon travail. Si un jour je me retrouve dans un film d'horreur, je vais avoir ce couteau avec moi. Non seulement il est assez haut pour que vous ayez la place de meuler des émoutures adaptées aux tests de résistance et aux tests de tranchant, mais en plus, il n'est pas très lourd. Il faudrait juste que vous fassiez disparaître les traces de marteau. Beau travail. Merci. Matt, veuillez présenter votre lame. Matt, quand je tiens votre couteau, je sens qu'il y a beaucoup de poids vers l'avant. Et votre manche est un peu long. Ma main se place derrière l'espace que vous avez prévu pour le doigt. Autrement, j'aimerais bien voir le résultat une fois que vous aurez lissé le fil de lame, qui est un peu brouillon, et peaufiné les gouttières. On voit aussi que la pointe de votre couteau dévie un peu. Donc si vous restez avec nous, il faudra vous attarder sur les finitions. À part ça, le design est réussi. Bon travail. Merci. Vous avez été à la hauteur du défi en présentant des lames XXL respectant les paramètres. Mais comme vous le savez, seuls 3 d'entre vous accéderont à la deuxième manche. Le candidat qui quitte la forge est... Matt. Votre lame n'est pas de taille et Doug va vous dire pourquoi. Vous avez présenté une belle lame, mais la pointe n'est pas droite, et elle a un aspect moins fini que celle de vos concurrents. C'est pourquoi nous vous laissons partir. Nous vous avons lancé un défi difficile, heureusement, ce n'était pas suffisant. Je dois vous demander de laisser votre lame et de quitter la forge. D'accord. Je suis quand même très content de ce que j'ai accompli dans cette émission spéciale XXL. Bravo. Je suis impatient de rentrer chez moi et de découvrir les prochains défis qui m'attendent. Messieurs, félicitations. Vous avez atteint la deuxième manche de cette compétition spéciale XXL. Pendant la prochaine épreuve, vous allez en faire des armes fonctionnelles et corriger les défauts que les juges ont relevés à l'instant. En ce qui concerne le matériau, vous devrez utiliser du bois. Mais vous avez peut-être remarqué que la remise est un peu vide. Donc, pour réaliser vos manches, vous avez besoin de ça. Messieurs. Halluciné
quand je les ai vus ramener cette énorme poutre de 15 par 15. Ça va vraiment être difficile. Devant vous, il y a une poutre de 15 par 15 dont vous devrez obligatoirement vous servir pour réaliser vos manches. Vous aurez 2 heures pendant cette deuxième épreuve pour finir vos lames et en faire des armes fonctionnelles qui pourront être testées. Bonne chance, l'épreuve commence maintenant. On devrait couper 3 morceaux de 25 cm. C'est tout. Ils sont obligés de collaborer, c'est impossible de prendre cette poutre et d'aller la scier tout seul. Je prends l'arrière. Ce truc est énorme. On va être obligé de se coordonner parce que tout seul, c'est impossible. Il faut qu'on trouve un moyen de l'amener jusqu'à la scie à ruban. S'ils travaillent en équipe, il n'y aura pas de problème. C'est une compétition, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entraider. L'union fait la force. Ok. Et je suis retourné à la meuleuse. Je dois terminer le profilage de ma lame et l'affiner pour qu'elle soit plus légère. Michael retire minutieusement les traces de marteau qu'il y avait sur sa lame. Elles étaient profondes, mais on ne les voit presque plus. Ouais. On pourrait sûrement faire une vingtaine de manches rien qu'avec ce bloc de bois. La lame de John a déjà de très belles émoutures. Il doit juste la meuler encore un peu pour l'alléger. Je mange dès maintenant. Une fois que ce sera fait, il pourra le poncer au moment où ça l'arrange. Je sais qu'il y a 2 autres participants qui vont avoir besoin de la perceuse à colonne. Donc je préfère m'occuper de mon manche tout de suite, comme ça, c'est fait. On dirait que John a entendu ton conseil. Il est en train de commencer à faire son manche. Et voilà. J'espère que Mark pourra retirer les traces de marteau sans engendrer de problème. Il ne faudrait pas que sa lame devienne trop légère. Un geste de résistance va être brutal. J'ai décidé de creuser des gouttières. Ça va me permettre d'enlever certaines traces de marteau et de réduire le poids de ma lame. Comme ça, elle sera plus facile à manier. Et voilà. Michael se lance dans la fabrication de son manche. Je vais utiliser la scie pour découper grossièrement la forme de mon manche. Ça m'évitera de devoir tout faire à la ponceuse. C'est très bien ce que fait Michael. Ensuite, je n'aurai plus qu'à mettre de la colle. Il vous reste 60 minutes. Les blocs de bois sont prêts. Mais d'abord, je vais alléger ma lame. À la quantité d'étincelles qu'il produit, on peut deviner que John retire beaucoup d'acier afin d'alléger sa lame. On voit qu'il sait ce qu'il fait. Ça a l'air bon. C'est beaucoup mieux. Monstrueuse. J'adore. L'époxy a séché, maintenant il faut que je ponce. Michael est en train de dessiner des contours à la ponceuse. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça permettra à son manche d'épouser parfaitement la forme de la main. Mais j'ai quelques problèmes avec les bandes. C'est pas vrai. C'est très frustrant. Ça m'empêche de terminer le ponçage de mon manche, alors que c'est la dernière chose. Je ne sais pas quoi faire. Il reste moins de la moitié du temps imparti et Michael a des soucis de meuleuse. C'est pas vrai. La courroie ne reste pas dans l'axe. Il faut qu'il remplace la bande. Les 5 heures de compétition, ça vous met la tête dans le guidon. J'ai changé la bande. Voilà. Je pense que ça va aller. Il faut que je termine le manche. Les juges peuvent nous éliminer pour la simple raison que notre manche n'est pas agréable à prendre en main. Donc, je vais faire en sorte qu'il le soit. Le manche de John semble petit, mais il a l'air d'épouser la forme de la main. On verra ce que vous en pensez. Le pain est un bois clair un peu banal. J'ai envie d'arranger ça. On dirait qu'il veut donner un aspect. Bon, ça me plaît bien. Ensuite, je passe de l'huile pour bien faire ressortir la texture. Messieurs, il vous reste 15 minutes. Il faut que je finisse de poncer la forme que je veux donner à mon manche. Elle est assez particulière. Les 4 faces doivent être symétriques et je dois faire attention à la partie centrale pour qu'elle soit confortable. J'aime beaucoup le style de son manche. On n'a jamais vu ça dans cette émission. La lame de Mars armée avec ce manche en forme de poulpe. Le manche est fini, reste à aiguiser la lame. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, éteignez vos machines, cette manche est terminée. Je n'ai pas la lame la plus longue ni la plus large, mais je pense qu'elle est très tranchante. Bienvenue dans le test de résistance avec une traverse de chemin de fer. Michael, Vous êtes prêts? ne brisez pas le cœur. Le cœur non, mais votre lame peut-être.
Je ne me fais pas trop de soucis pour ma lame. Par contre, pour le manche, un peu plus. J'ai peur qu'il se casse. Ça paraît absurde de voir du bois tendre sur une lame pareille. Je peux refaire un tour? Michael, c'est du très beau travail. La forme du manche, en haut et en bas, a permis à ma main de ne pas bouger d'un seul centimètre. Ensuite, c'est impressionnant de voir une lame aussi grosse qui ne pèse pas une tonne possible. Beau travail. Merci. John, vous êtes prêt? Ouais. C'est parti. J'ai peur que Jay détruise ma lame. On sait qu'il n'est pas du genre à y aller doucement. Donc j'avoue que je suis un peu inquiet. Eh bien, John, je commence à penser que le test est trop facile. Votre fil de lame n'a subi aucun dégât, il est parfaitement intact, et il est tranchant comme une lame de rasoir. Autrement dit, très bon travail. Merci. Marc, ça va? Ça va très bien. D'accord, ne me jetez pas de bouton. Je les garde sur moi. Arrivé jusqu'au test, c'est déjà quelque chose. Mais là, il faut que je regarde Jay frapper une traverse de chemin de fer avec mon couteau. Je vais serrer les dents tout du long. La trempe à chaud, c'était trop chaud. Bien, Marc, on a un petit problème. Vous avez trempé votre lame alors qu'elle était trop chaude. Quand on regarde la structure du grain, on dirait du sable. Et vers le fil de lame, on peut voir une zone un peu plus foncée. Ça veut dire qu'il y avait une fissuration à chaud qui était déjà là. Il y en a une autre sur ce morceau vers le dos de la lame. Ce sont les 2 points de rupture. C'est vraiment un problème de traitement thermique. Marc, vous avez présenté une très belle lame avec un manche unique. Malheureusement, elle a subi une défaillance catastrophique en se brisant en 3 morceaux pendant le test. C'est pourquoi je vous demande de quitter la forge. Merci. Bravo. C'était du beau travail. Ma lame s'est cassée instantanément. Si c'était à refaire, j'irais moins vite et je m'assurerais que mon traitement thermique est bon. Je suis venu ici pour m'amuser, et c'est ce que j'ai fait. Et je disais. Michael, John, félicitations. Vous avez surmonté les 2 premières épreuves et vous accédez à la finale de cette compétition. Nous allons vous renvoyer chez vous pendant 4 jours pour forger une arme emblématique de l'histoire. Mais c'est une finale XXL, donc j'espère que vous ne vous attendiez pas à devoir forger quelque chose de petit. Derrière ce rideau, il y a non seulement une arme trop grande pour être présentée à côté de moi, mais c'est également la plus grande lame que des candidats n'ont jamais eu à réaliser. Pour forger ceci. L'épée de Groot Spear. Au XVIe siècle, un soldat remarquable connu sous le nom de Groot Spear, ou Pierre le Géant, combattait avec cette immense épée. Les légendes urbaines ne s'accordent pas sur la véritable taille de Pierre, mais son épée parle d'elle-même. Mesurant plus de 2 mètres et pesant près de 8 kilos, c'est la plus grande épée européenne jamais utilisée en pirate, tandis que Pierre le Géant maniait son épée sans difficulté et qu'il assénait des coups dévastateurs à tout ennemi qui croisait son chemin. Aujourd'hui, son épée est conservée au Fries Museum, aux Pays-Bas. Cette immense épée mesure environ 2,15 mètres. Vous avez l'air terrifié. C'est un monstre. Elle est plus grande que moi. Monsieur, votre lame de la pointe jusqu'à la base du manche devra mesurer entre 105. Elle devra être à double tranchant et présenter une arête centrale. Le manche, lui, devra mesurer entre 46 et 51 cm. Il devra comporter des quillons et un pommeau circulaire d'au moins 7,5 cm de diamètre. David Baker, ici présent, en a déjà forgé une, donc c'est possible. Bonne chance, messieurs. Vous avez 4 jours pour réaliser vos épées. Bonne chance et à bientôt. C'est le premier jour. J'ai une billette de 2,50 m d'acier 51,60. Mon objectif du jour, c'est de les tirer pour atteindre les paramètres de longueur attendus. Mais cette lame est tellement longue que je peux seulement chauffer des sections de 20 cm à la fois. Le problème, c'est qu'elle refroidisse très vite à la presse.
Donc, je dois la remettre dans la forge. C'est très répétitif. Plus la lame devient fine, et plus elle se déforme. C'est à cause de la gravité. Donc il faut que je la maintienne droite, le temps qu'elle refroidisse. C'est la fin de la première journée. J'ai réussi à atteindre les bonnes mesures. Demain, il faudra que je la meule et que je la trempe. C'était pas facile. Ce qui fait que cette épée est difficile à forger, c'est sa taille. Heureusement, j'ai des outils et des machines industrielles, donc j'espère que ça va me donner un avantage. Je vais utiliser un marteau qui a une force de... Ça devrait me permettre d'étirer ma billette. J'ai l'habitude de travailler à cette échelle. Une de mes sculptures pèse quasiment 3 tonnes, donc je suis un peu dans ma zone de confort. Ma cuve de trempe est enterrée à 1,80 m dans le sol, mais j'ai quand même besoin d'une échelle. Cette lame est immense. C'était une très bonne journée. Maintenant, j'ai envie d'une bière. Aujourd'hui, il faut que je trempe ma d'organisation. J'ai 3 forges, mais c'est à peine suffisant pour cette épée. Je vais inaugurer ma cuve de trempe XXL. C'est la première fois que je l'utilise. On verra ce que ça donne. Grimper sur une échelle pour tremper une lame, c'est aussi une première pour moi. Il faut que l'acier durcisse, parce que je n'aurai jamais le temps de recommencer. Je croise les doigts. J'ai rien senti ou entendu de bizarre quand la lame était dans la cuve. L'acier a durci et j'ai fait la moitié du chemin. C'est le 3e jour. Hier, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis occupé du manche. J'ai forgé l'aiguillon et le pommeau. Aujourd'hui, il faut que je meule ma lame. J'ai au moins 700 grammes d'acier à retirer. Quand on meule une lame, elle a tendance à se voiler. Donc, il faut la redresser régulièrement. Meuler, redresser, meuler. C'était ça, ma journée. C'est le matin du 4e jour reposant du manche et je vais pouvoir les assembler. Aujourd'hui, je vais faire les finitions, coller mon manche et aiguiser ma lame. Je vais mettre de l'époxy et utiliser des serre-joints le temps que ça sèche. Je pense que le mieux, c'est de mettre l'épée à la verticale. Et comme je ne fais qu'1,90 m, j'ai encore besoin de l'échelle. Je viens d'ajouter le pommeau, l'assemblage est terminé. Il me reste à faire les finitions et à aiguiser ma lame. L'épée est terminée. Je suis aussi très heureux. C'est la reine des épées. Aujourd'hui, je m'occupe du manche. Tous les éléments sont prêts. Je les ai poncés pour leur donner la forme que je voulais. Maintenant, je vais m'occuper des finitions sur la lame, sur la garde et sur le pommeau. Je vais assombrir l'acier pour qu'il ait un aspect vieilli. Je veux qu'on ait l'impression que cette épée a déjà servi. Grootpyr était un pirate. Je pense pas que son épée... Je suis très content. Il faut que je la teste maintenant. C'est plus prudent. Ça ne pardonne pas. John, Michael, ravi de vous revoir. Vous allez passer les 4 derniers jours chez vous à forger l'épée de Grootpyr. Vos épées sont tellement grandes qu'on a besoin de 4 enclumes pour les présenter sur le plateau test. J'ai envie d'en savoir plus. John, comment ça s'est passé? Très bien. La lame est en acier 51-60. J'ai forgé l'aiguillon, le manche est en bois de noisetier et le pommeau en acier doux. Super. Et vous, Michael? Ça s'est très bien passé aussi. La lame est en acier 86-70, la garde est en acier 10-45 et j'ai forgé le pommeau avec du bronze et de l'acier EN36. Puisqu'il s'agit d'une édition spéciale XXL, les leçons par le test de létalité avec Doug. Bienvenue dans le test de létalité. John, on commence par vous. Vous êtes prêts? Ok, oui. Alors c'est parti. Elle est immense. Je me souviens d'au moins 3 épées qui se sont déjà cassées sur un port. Là, il y en a 2. J'espère qu'il n'y a que les carcasses qui seront maltraitées pendant ce tournage. John, parlons de votre épée. Votre manche fait un très bon contrepoids, ce qui me permet de manier efficacement votre épée malgré le fait que les tranchants sont bien aiguisés, comme on peut le voir. Et vos quillons ne sont pas trop longs, donc ils ne m'ont pas gêné. En résumé, votre lame peut tuer. Super. Michael, vous êtes prêt? Oui. Allons-y. La pression commence à monter. Dans le pire des cas, mon épée se casse.
Michael, c'est un monstre, mais dans le bon sens du terme. Les fils de lame sont redoutables et m'ont permis de trancher net dans les carcasses. Votre épée est lourde, mais elle reste maniable. Et surtout, Merci. Messieurs, bienvenue dans le test de tranchant avec des plaques de métal. Chaque présentoir est composé de 3 plaques de calibre 20. John, on commence par vous. Vous êtes prêts? Oui. Très bien. C'est du très bon travail. Le poids de votre épée est tout à fait correct. On voit que votre lame, elle reste très tranchante. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que votre lame est tellement fine qu'elle a perdu en rigidité. Quand on la prend en main, on voit que la pointe plonge d'environ 7 cm sous l'effet de la gravité. Quand on l'utilise, on ne sait pas où elle va finir puisque votre lame ondule. Elle a tenu bon. Bon travail. merci. Mike, vous êtes prêts? Faites-vous plaisir. Je ne peux pas me gêner. Centre de gravité est parfaitement bien placé. Votre lame est un peu plus rigide, donc elle ondule moins. Les tôles ont laissé quelques traces sur le tranchant, mais comme je ne veux pas me couper, je ne m'aventurerai pas à passer mon doigt le long du fil de lame. C'est du très bon travail. Merci. Bienvenue dans le test de tranchant avec des pastèques et des bidons d'eau. John, vous êtes prêt? Oui. John, parlons de votre lame. Elle a tranché net dans la première pastèque, et puis elle a dévié. Comme l'a dit David tout à l'heure, votre lame ondule, difficile de la diriger. Par contre, les bidons ont été coupés tellement net que les parties supérieures sont toujours en place, comme si de rien n'était. En résumé, votre épée peut couper. Merci. Michael, vous êtes prêt? Oui, allons-y. Michael, on peut tout de suite voir que c'était plus simple de trancher dans les pastèques. Votre lame est plus rigide, et donc elle est plus facile à contrôler. Je n'avais qu'à la laisser faire pour qu'elle passe à travers les 3 pastèques. Ensuite, elle a parfaitement coupé les bidons d'eau, donc votre épée peut couper. Merci. C'était super. Messieurs, au cours de cette compétition, X réalisait des lames plus grandes que tout ce que nous avons vu auparavant. Les épées que vous nous avez présentées nous ont tous impressionnés. Mais comme vous le savez, un seul d'entre vous remportera le titre de meilleur forgeron et 10 000 $. Les juges ont tranché. Michael, félicitations. John, votre lame était magnifique, mais vous échouez sur le fil, et David va vous dire pourquoi. John, votre lame manquait de rigidité. C'est la raison pour laquelle nous vous laissons partir. John, vous êtes un fort, la compétition s'arrête ici. Je vais vous demander de quitter la forge. Merci, c'était incroyable. Merci, John. Je suis très content que ma lame ait réussi à passer tous les tests. Comme c'était une édition spéciale XXL, je voulais pas faire une lame ordinaire. Et on peut dire que sur ce point, j'ai atteint mes objectifs. C'était une super opportunité. Je me suis beaucoup amusé. Michael, vous êtes le meilleur forgeron et vous remportez un chèque de 10 000 $. Félicitations. Je suis le meilleur forgeron. Une fois que je réalise une lame aussi grande et j'en suis très fier. C'est très important pour moi de partager et de transmettre mes connaissances. Et aussi, j'adore forger des lames de dingue. Vint le tour de Thomas de présenter ses œuvres. Hélas, les juges durent se rendre à l'évidence avec une sincère amertume.
Le manche de son grand couteau de combat, inachevé dans la précipitation, présentait des échardes coupantes et un espacement dangereux près de la garde métallique. Tenter d'utiliser l'arme avec force exposait inévitablement la main de l'utilisateur à de très graves blessures. Dans un atelier, la sécurité de l'artisan et de l'utilisateur primant sur absolument tout le reste. Les juges furent contraints, le cœur lourd, d'annuler les tests pour sa lame. Thomas accepta cette décision incontestable avec une très grande noblesse d'âme et un respect profond. Il savait pertinemment que la forge était un art d'humilité, de sécurité et de précision. Bien qu'il eût immensément aimé bénéficier de quelques petites minutes supplémentaires pour achever son chef-d'œuvre, il ressentait une immense et juste fierté pour le magnifique chemin parcouru jusqu'en finale. C'est ainsi que Bill fut officiellement couronné grand vainqueur de ce tout premier combat au couteau à corne. Lorsqu'on lui annonça qu'il remportait le titre tant espéré et le chèque de 10 000 $. Il eut beaucoup de peine à y croire, les larmes aux yeux. Une magnifique vague d'émotions submergea ce bon père de famille, qui avait sincèrement douté de lui-même et de ses capacités quelques heures plus tôt face à un énorme bloc d'acier. C'était la splendide concrétisation d'un rêve audacieux, la preuve indéniable que la persévérance, la force mentale, le tendre soutien de ses proches et une passion dévorante pouvaient véritablement forger des miracles. Bien que le stress ait atteint des sommets inégalés au cours de la journée, il conclut cette magnifique aventure avec un sourire lumineux et paisible, murmurant à lui-même avec une joie non dissimulée qu'il serait peut-être prêt, un jour prochain, à raviver la flamme de cette merveilleuse forge. L'art majestueux de dompter l'acier continuait de briller de mille feux, inspirant chaque âme à forger ses propres rêves avec force, respect et une profonde humanité. Sous les hauts plafonds métalliques du grand atelier, la chaleur était palpable, vibrant dans l'air comme une entité vivante. L'odeur âcre du charbon, de l'acier chaud et de la sueur se mélangeaient pour créer le parfum unique de la création. C'était la forge, un sanctuaire où le métal brut se transformait en œuvre d'art fonctionnelle sous les coups précis de passionnés. La lumière orange des fours illuminait les visages concentrés de 4 forgerons amateurs, prêts à relever le plus grand défi de leur vie. L'ambiance était empreinte d'une camaraderie respectueuse, ponctuée de rires légers et de sourires complices. Loin d'être un champ de bataille dramatique, l'arène était un lieu d'apprentissage, de partage et de dépassement de soi. Paul Raspe, un ingénieur électricien de 42 ans, ajusta ses lunettes de protection. Ayant passé une grande partie de sa carrière à travailler pour la prestigieuse agence spatiale de son pays, il abordait la forge avec un esprit analytique. Pour lui, la métallurgie n'était pas de la magie, mais une science fascinante. Une danse entre la chaleur, le carbone et la structure cristalline de l'acier. À quelques pas de lui se tenait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans au regard pétillant. Fort de 2 années d'expérience, il avait été initié au secret de l'enclume par un ancien vainqueur de tournoi, et il portait en lui la fougue et la curiosité de la jeunesse. Gary Riemann, 23 ans, souriait largement en regardant ses concurrents. Pour lui, la forge était synonyme de moments joyeux partagés avec ses amis. Un joyeux désordre ou des passionnés, qu'il qualifiait affectueusement de grands passionnés de technologie, se retrouvaient pour façonner le métal. Enfin, Tim, un homme posé et méthodique, complétait ce quatuor de créateurs, prêt à laisser parler son marteau. Le silence se fit lorsque l'hôte de l'émission s'avança au centre de la pièce, flanqué du panel des juges, de véritables maîtres dans l'art de l'artisanat et de l'ingénierie historique. Les règles furent annoncées avec un enthousiasme contagieux. Le défi initial était monumental, forger non pas un, mais 2 couteaux identiques en seulement 3 heures, en utilisant la complexe technique de l'acier de Damas en boîte. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm. À la fin de chaque épreuve, un artisan quitterait l'atelier. Mais la compétition promettait au vainqueur final une récompense de 10 000 $. Le chronomètre fut lancé, et l'atelier s'anima d'une symphonie mécanique. Les forgerons découvrirent leurs matériaux. 2 petites boîtes métalliques et des morceaux d'acier de récupération provenant de sacs de frappe.
La tâche exigeait une organisation impeccable. Paul, avec le calme de celui qui a l'habitude des calculs complexes, décida de séparer ses matériaux, plaçant les morceaux massifs dans un récipient et la poudre d'acier dans l'autre, espérant ainsi obtenir un mélange parfaitement homogène. De son côté, Cody, méticuleux, nettoya minutieusement l'intérieur de ses boîtes avec un solvant. Il savait que la moindre impureté, la moindre trace d'huile ou de poussière, pouvait empêcher les couches d'acier de fusionner, créant ainsi ce que les forgerons redoutent le plus, une délamination. Gary, porté par son enthousiasme débordant, choisit une approche plus instinctive, remplissant ses récipients sans perdre une seconde, confiant dans la puissance du feu pour purifier son œuvre. Les boîtes furent scellées et plongées dans les flammes rugissantes. L'attente était le premier véritable test de patience. Il fallait atteindre la température parfaite, celle où l'acier prend une douce couleur de beurre fondu, indiquant qu'il est prêt à s'unir. Tim fut le premier à sortir son bloc incandescent. Avec des gestes mesurés, il le plaça sous la presse hydraulique, appliquant une pression délicate sur les 4 faces. La soudure prit magnifiquement. Cody suivit, sa douceur sous la presse garantissant la solidité de son bloc naissant. Paul, toujours aussi méthodique, travaillait avec une rapidité impressionnante, étirant son acier incandescent avec une grâce presque mathématique. Cependant, Gary rencontra les premières difficultés. Souhaitant gagner du temps, il passa directement au marteau-pilon automatique. Les coups puissants de la machine étirèrent le métal de manière inégale. Lorsqu'il ouvrit sa boîte, son sourire s'effaça légèrement. Une ligne sombre traversait le centre de son bloc, signe indéniable d'une soudure imparfaite. Mais la philosophie de l'atelier n'était pas à l'abattement. Face au chronomètre impitoyable, Gary respira profondément, cherchant mentalement une solution technique pour combler les vides et sauver sa lame. L'échec n'était qu'une étape vers l'apprentissage. La dernière heure fut une course effrénée. Les marteaux chantaient, l'acier s'allongeait et prenait la forme de couteaux fonctionnels. Cody utilisa une technique astucieuse pour s'assurer que ces 2 œuvres soient rigoureusement identiques. Il les fixa ensemble avec des pinces robustes pendant l'étape du meulage, sculptant les 2 profils simultanément. Le moment le plus crucial, le traitement thermique, approchait. Cette étape, qui consiste à chauffer l'acier puis à le refroidir brusquement dans l'huile pour en figer la structure moléculaire et lui donner sa dureté, est toujours un moment de vérité. Tim plongea ses lames dans l'huile frémissante, et elles en ressortirent parfaitement droites, provoquant un sourire de pure satisfaction sur son visage. Paul, confiant dans sa gestion de la pression, réussit également ses trempes sans encombre. Cody eut une petite frayeur en voyant une légère courbure sur l'une de ses pièces. Mais il savait qu'il pouvait corriger ce détail. Gary, malgré les fissures de son bloc initial, parvint miraculeusement à figer ses lames sans qu'elles ne se brisent. Le temps s'écoula. Les machines furent éteintes. Les 4 artisans, couverts de suie mais les yeux brillants de fierté, présentèrent leur création aux experts. Les juges, avec leur bienveillance habituelle, soulignèrent les efforts de chacun. Ils complimentèrent Tim pour l'épaisseur sécurisante de ses créations, Paul pour l'ingéniosité de son mélange d'acier, et Cody pour la ligne épurée de son travail. Malheureusement, l'analyse technique révéla que les défauts de structure dans le métal de Gary rendaient ses couteaux vulnérables. Avec beaucoup de respect, les juges lui annoncèrent qu'il devait quitter l'atelier. Gary accepta la décision avec un grand sourire, rappelant à tous qu'il n'était venu que pour s'amuser et rencontrer d'autres passionnés. Il quitta la pièce sous les applaudissements, la tête haute, riche d'une nouvelle expérience. La deuxième manche débuta presque immédiatement. Paul, Cody et Tim devaient maintenant transformer leurs lames nues en véritables outils, en y ajoutant une garde protectrice et des manches confortables, le tout en 2 petites heures. C'était un exercice de précision et de menuiserie autant que de métallurgie. Paul choisit de travailler le laiton, un alliage doré et élégant, qu'il perça avec lame en acier de Damas de 160 couches, sublimé par de solides mitres en laiton. Sa femme, qu'il taquinait avec beaucoup de tendresse,
le soutenait inconditionnellement dans sa passion dévorante. Même si elle se définissait avec humour comme une victime des heures innombrables qu'il passait dans son atelier. Rhys, un prodige autodidacte de 18 ans à peine, présentait une robuste et impressionnante machette, forgée de ses propres mains à partir d'un simple ressort de suspension automobile. Thomas Franklin, un homme de 34 ans vouant un amour immodéré pour la cuisine, offrait au juge un très élégant couteau de chef forgé en acier au carbone, doté de beaux rivets en maille-shore, d'un pommeau solide et d'une charmante finition martelée sur la lame. Enfin, Cary O'Connor, un sage professeur d'arts martiaux de 45 ans cherchant à canaliser son stress de manière positive, brandissait un splendide poignard géorgien historique, équipé d'un superbe manche taillé dans du bois de séquoia rustique. La compétition commença par une annonce extrêmement surprenante. Le présentateur déclara qu'une élimination immédiate aurait lieu avant même que le moindre feu de la forge ne soit allumé. Les armes personnelles des candidats allaient être testées sur le champ pour prouver leur valeur. Sous les regards anxieux mais impatients des participants, le juge expert s'avança pour frapper violemment de grands blocs de glace avec chaque lame, évaluant ainsi leur durabilité, leur conception et la géométrie de leurs fils. La création de Bill traversa la glace avec une aisance remarquable, ne subissant aucun dégât. Tout comme le très élégant couteau de cuisine de Thomas, qui resta parfaitement aligné. Et le poignard léger de Cary, qui s'avéra être une arme redoutablement fonctionnelle et tranchante. Malheureusement, bien que la machette du jeune Rhys ait courageusement résisté à l'impact glacé, son manche était beaucoup trop fin et petit par rapport à la masse de l'arme. Cette erreur de proportion rendait la prise en main très inconfortable et instable sous la force de l'impact. En raison de ce défaut ergonomique majeur, le jeune homme fut éliminé de la compétition. Loin d'être abattu, Rhys repartit la tête haute et le sourire aux lèvres, incroyablement reconnaissant d'avoir eu la chance inouïe de présenter son travail au plus grand maître, promettant de forger des manches beaucoup plus volumineux dès son retour. Pour les 3 artisans survivants, le premier véritable défi au sein de l'atelier fut annoncé. Ils avaient pour mission de fabriquer une dague à pousser en seulement 2 petites heures. Cette arme fascinante, tenue dans le creux du poing avec la lame passant entre les doigts, devait mesurer entre 10 et 12 cm de longueur totale, depuis la pointe jusqu'à la garde. La matière première imposée pour ce défi de rapidité était un imposant bloc d'acier généralement utilisé en plomberie, composé d'un mélange de métaux au carbone qu'il devait travailler et fusionner. 2 heures représentaient un délai incroyablement court pour accomplir une telle prouesse. Thomas, habitué à gérer la pression intense et les délais serrés des grandes cuisines, nettoya son métal avec efficacité et entra rapidement dans la danse des marteaux. Cary, faisant preuve d'une belle audace, prit un immense risque artistique en décidant de forger un acier de Damas torsadé. C'était une technique visuellement somptueuse mais terriblement chronophage. Bill, quant à lui, commit une petite erreur de jugement logistique au départ. Pensant bien faire, il soudait et utilisait la quasi-totalité de la matière d'acier fournie, se retrouvant très vite avec un bloc de métal au moins 3 fois trop massif à affiner et à étirer. La chaleur montait dans la pièce. Cary parvint miraculeusement, à force de concentration, à torsader son acier brûlant sans le fissurer. Mais le temps lui manquait désormais cruellement pour façonner la forme définitive de la lame. Forgeant dans l'urgence, Bill luttait de toutes ses forces contre la masse imposante de son métal. Il avoua avoir songé un bref instant à abandonner face à la fatigue, avant de poser les yeux sur ses gros gants de protection en cuir. Sa femme et ses enfants y avaient inscrit de tendres mots d'encouragement au marqueur. Cette douce pensée familiale lui redonna instantanément l'énergie et la force nécessaires pour continuer à frapper. Thomas, de son côté, peinait à sculpter le manche de sa dague, bataillant avec les machines et cherchant l'ergonomie parfaite. Au moment tant redouté de la trempe, la tension était à son paroxysme. Bill plongea sa lourde lame dans l'huile à une température très élevée, craignant le pire pour la structure de l'acier, mais par bonheur, elle ressortit intacte, droite et solidement durcie. À la fin des 2 heures allouées,
Le compte à rebours s'arrêta. Les créations déposées sur les tables de présentation étaient inachevées sur certains aspects, mais pleines de promesses. Thomas présenta un travail d'une grande propreté, bien que son manche, encore brute, demanda davantage d'attention. Bill offrit une lame solide mais dénuée de véritables biseaux tranchants. Le temps lui ayant totalement manqué pour l'aiguisage final, cependant. Le manche hanté était de loin le plus confortable et le plus sécurisant des trois. Carrie proposa un magnifique motif d'acier torsadé, mais la proportion de son manche, beaucoup trop volumineux par rapport à la lame très courte, créait un déséquilibre majeur. Après une longue et difficile délibération entre les experts, les juges décidèrent avec regret que la lame de Carrie nécessiterait beaucoup trop de modifications et de temps de travail supplémentaires pour devenir pleinement fonctionnelle dans la manche suivante. Carrie fut donc éliminé. Fidèle à ses principes d'arts martiaux, il accepta ce verdict avec une grande dignité et un sourire rayonnant. Ayant réalisé son rêve absolu de participer à cette belle aventure depuis le tout premier épisode de l'émission. Fier d'avoir réussi sa complexe torsion d'acier. La grande finale de ce combat au couteau mettait aux prises Thomas et Bill. Leur tâche ultime et titanesque devait être accomplie en 6 heures. Ils devaient non seulement corriger les défauts et terminer entièrement leur dague à pousser, mais aussi forger, à partir de zéro, un couteau de combat hautement complexe inspiré par l'œuvre d'un grand maître forgeron. Cette nouvelle et majestueuse lame devait mesurer entre 43 et 48 cm. Posséder une pointe agressive en forme de bec d'oiseau et afficher une largeur minimale de 8 cm. Pour couronner le tout, il devait fabriquer un acier de Damas complexe pour forger le cœur même de la lame, ajoutant une difficulté technique vertigineuse à la contrainte de temps. La gestion intelligente du chronomètre devint le véritable adversaire des deux hommes. Bill, particulièrement pragmatique, jongla avec beaucoup de brio entre la création de sa nouvelle billette d'acier superposée et le meulage des finitions de sa dague. Thomas avança de manière très méthodique, étirant le métal brûlant avec force pour atteindre les très généreuses dimensions exigées par le cahier des charges. Lors de la délicate étape de la trempe de l'épée, la longue lame de Bill se déforma très légèrement sous le choc thermique, devenant capricieuse. En tentant de la redresser manuellement sur l'enclume, il fit preuve d'une grande sagesse en s'arrêtant à temps pour ne pas la briser, préférant de loin présenter une lame très légèrement courbée mais entière, plutôt qu'une lame brisée en 2 morceaux. Les dernières heures de la compétition se transformèrent en une course effrénée contre la montre. Bill connut une immense sueur froide lorsque, en tentant de visser fermement le pommeau métallique de son couteau de combat, celui-ci se brisa net, fragilisé par un malencontreux choc thermique avec l'eau de refroidissement. Paniqué mais profondément résili, il nettoya la pièce avec acharnement, souda rapidement une nouvelle tige filetée robuste, et cette fois-ci, laissa patiemment le métal refroidir naturellement à l'air libre avant de recommencer l'opération. Son obstination admirable porta ses fruits, et il put enfin assembler et sécuriser son manche. Thomas, en revanche, se heurta à une véritable série d'obstacles insurmontables dans les ultimes et cruciales minutes. Le perçage du matériau qu'il avait choisi pour son manche prit infiniment trop de temps, usant ses mèches et sa patience. Il dut courir désespérément d'un poste de travail à l'autre pour tenter d'assembler, de coller et d'aiguiser ses 2 armes en même temps. Lorsque l'alarme de fin retentit à travers l'atelier, son manche de couteau de combat n'était ni façonné, ni poncé, ni véritablement sécurisé. L'heure du jugement final et solennel sonna. Le grand test de létalité sur le mannequin balistique fut implacable pour révéler la qualité du travail. La petite dague de Bill, avec son manche enfin terminé et ajusté, se révéla très confortable dans le point et d'une netteté de coupe redoutable, traversant la matière sans difficulté. Son grand couteau de combat, bien qu'un peu lourd et doté d'un manche droit manquant de contours arrondis pour offrir une prise parfaitement ergonomique, démontra une puissance de coupe phénoménale et une solidité à toute épreuve, ne subissant pas le moindre dommage. Un maître impitoyable, Gary refusa catégoriquement de baisser les bras. Il s'efforça de combler les fissures,
espérant sauver sa création d'une élimination certaine. Le temps filait à une allure folle. Il ne restait bientôt plus que 60 minutes. Les forgerons s'affairaient activement à étirer le métal, à façonner les pointes et à sculpter les soies. Tim eut une idée absolument brillante et pragmatique. Il utilisa des pinces de serrage pour maintenir ces deux lames fermement collées l'une à l'autre pendant le meulage, garantissant ainsi un profil strictement identique, comme le demandait le défi. Paul, serein comme un professionnel habitué à gérer la pression des grandes missions, avança à une vitesse impressionnante, ses lames prenant forme avec une élégance brute. Puis vint l'étape cruciale de la trempe. Ce moment magique et terrifiant où le métal rougeoyant est plongé dans l'huile pour être durci de manière permanente. Tim trempa ses lames avec un succès éclatant, l'acier chantant doucement dans le liquide. Paul et Cody accomplirent également cette tâche sans la moindre anicroche. Gary, malgré les défauts structurels de son acier, réussit également cette étape délicate sans entendre le redoutable cliquetis d'une lame qui se fissure. Un petit soulagement dans une épreuve compliquée. Lorsque le compte à rebours s'arrêta enfin, les 4 artisans posèrent leurs outils, essoufflés mais incroyablement fiers de leurs accomplissements. Lors des évaluations, les juges examinèrent chaque détail avec bienveillance mais fermeté. Les lames de Tim étaient belles, bien que le meulage présentât de très légères irrégularités. Paul présenta des couteaux remarquablement similaires, solides et propres. Cody impressionna tout le monde avec des lames droites, lisses et presque parfaites. Malheureusement, les délaminations sur la lame de Gary étaient trop profondes et trop nombreuses. La structure même du couteau était lourdement compromise. Avec beaucoup de douceur, les juges lui annoncèrent son élimination. Gary quitta la forge sans l'ombre d'un regret, gardant la tête haute. Heureux d'avoir partagé ce moment unique avec d'autres grands passionnés de lame et de culture. La deuxième manche débuta sur les chapeaux de roue. Les 3 forgerons restant disposaient désormais de 2 heures pour ajouter une garde et 2 manches à leurs couteaux, transformant de simples morceaux d'acier en de véritables armes. Paul travaillait avec une belle synergie de métal inoxydable et de laiton. Bien que ce matériau soit capricieux à percer, il surmonta rapidement la difficulté grâce à son esprit d'ingénieur. Cody, en revanche, rencontra un obstacle inattendu qui mit ses nerfs à rude épreuve. En insérant un rivet dans son manche pour le fixer, la pièce métallique se tordit et se bloqua fermement dans le bois. Il était impossible de le retirer ou de l'enfoncer davantage. Avec un calme remarquable face à la panique montante, Cody décida de couper le rivet défectueux et de percer un tout nouveau trou, sécurisant finalement l'assemblage avec de la résine époxy. Le sort s'acharna légèrement lorsqu'il se coupa le doigt sur la bande abrasive de la ponceuse, générant un petit nuage de poussière et nécessitant l'intervention bienveillante du médecin du plateau pour poser un pansement. Malgré cette mésaventure, il ne perdit pas son objectif de vue. Tim peinait considérablement avec la taille et la forme de ses manches. Le temps alloué fondait comme neige au soleil. Et il manquait de précieuses minutes pour affiner ses créations correctement. À la fin des 2 heures, ses manches restèrent massifs. De véritables blocs de matière peu ergonomiques. Les tests de résistance et de tranchant commencèrent dans la bonne humeur. Les juges frappèrent vigoureusement des plaques de métal pour évaluer la solidité. Puis lacérèrent des sacs suspendus pour tester le fil de la lame. Les couteaux de Paul et de Cody passèrent les épreuves avec brio, démontrant une géométrie de coupe fabuleuse et une durabilité exemplaire. Les lames de Tim, bien que vaillantes et coupantes sur la partie avant, souffrirent légèrement sur le métal. Mais le véritable problème résidait dans les manches. Ils étaient beaucoup trop grands et inconfortables, rendant leur utilisation difficile et douloureuse pour les mains des experts. Ce fut avec beaucoup de respect que les juges annoncèrent la fin de l'aventure pour Tim. Ce dernier accepta la décision avec une grande philosophie, rappelant que la victoire était éphémère mais que l'apprentissage était éternel, et qu'il resterait un fier forgeron jusqu'à son dernier souffle. La grande finale de cette première compétition opposa donc Paul et Cody. Leur ultime mission, étalée sur 4 jours intenses dans leur forge personnelle, consistait à recréer une arme historique prestigieuse et magnifique.
Il devait forger la 5DEA. Une élégante épée utilisée par les nobles du nord de l'Italie au XVe et XVIe siècle. Le nom de cette arme, signifiant 5 doigts, faisait référence à l'impressionnante largeur de la lame au niveau de la garde. Cette épée triangulaire à double tranchant devait mesurer entre 66 et 71 centimètres. Mais le véritable défi résidait dans sa conception. Elle devait comporter 6 ravissantes gouttières de chaque côté, allégeant l'arme tout en préservant sa redoutable efficacité. Soit un total de 12 gouttières à creuser avec une précision d'orfèvre. De retour chez lui, dans la paisible ville d'Omerglen dans l'Illinois, Paul débuta la première journée avec l'ambition de forger un splendide acier de Damas. Cependant, la métallurgie est un art imprévisible. Et une fissure fatale apparut sur sa première billette. Soucieux du temps imparti, il décida judicieusement de revoir ses plans. Il opta pour un solide bloc d'acier au carbone, garantissant la fiabilité de sa lame. Et se concentra sur la perfection absolue des finitions. Il forgea une poignée éblouissante en acier de Damas ornée de magnifiques motifs rappelant des Heimkons. Son plus grand défi technique survint lors du traitement thermique. Son fourneau mesurait seulement 29 cm, tandis que sa majestueuse lame en mesurait 32. Faisant appel à son ingéniosité d'ingénieur, il laissa la porte de son four entr'ouverte et colmata délicatement l'ouverture avec de la fibre de verre pour conserver la chaleur et empêcher les fuites thermiques. Le résultat fut un succès retentissant. Sa lame ressortit parfaitement droite et ultra rigide, un véritable chef-d'œuvre de robustesse. De son côté, Cody exécuta son plan initial à la perfection, sans la moindre erreur. Il forgea une lame impressionnante composée de 155 couches d'acier soigneusement soudées, intégrant une garde courbée et un pommeau très élégant. Soucieux de l'esthétique et de la symbolique, il réutilisa même des éléments des couteaux qu'il avait créés lors de la première manche de l'émission, intégrant notamment des roulements à billes dans son manche. Ce clin d'œil à son propre parcours démontrait une belle créativité et un respect profond pour l'esprit du concours. De retour sur le plateau lumineux, sous le regard admiratif de l'équipe, les deux artisans présentèrent leurs majestueuses épées. Les armes semblaient robustes, tranchantes et prêtes à défier le temps. Les juges procédèrent aux séries de tests finaux. L'évaluation de létalité sur des cibles balistiques démontra la netteté incroyable et la pénétration parfaite des deux armes. Le test de résistance sur de lourds pots en argile confirma la solidité irréprochable de leur acier, aucune lame ne souffrant du moindre dommage. Enfin, le test de coupe fine acheva de prouver leur immense talent, les épées tranchant la matière avec une aisance déconcertante. Cependant, il fallait bien désigner un seul vainqueur. La décision s'est jouée sur de subtils détails d'ergonomie et de conception historique. La lame forgée par Paul, bien que magnifique, incroyablement solide et parfaitement exécutée, s'avéra considérablement plus lourde que celle de son adversaire, la rendant de fait légèrement moins maniable et plus fatigante à manier à une main. Cody, grâce à la légèreté remarquable, aux proportions justes et à la précision chirurgicale de sa 5DEA, fut sacré champion de la forge. Paul, en grand sportif généreux, félicita chaleureusement son jeune adversaire, se disant honoré d'avoir pu participer à une telle aventure et affirmant qu'il était prêt à reprendre son marteau dès le lendemain avec la même passion. Cody célébra sa belle victoire avec une immense joie. Le chèque de 10 000 $ venant couronner de la plus belle des manières son travail acharné et son talent prometteur. La magie de la forge et la passion de l'artisanat ne s'arrêtaient jamais. Quelque temps plus tard, une nouvelle aventure totalement inédite et palpitante prenait place sur le même plateau. Une compétition d'un niveau jamais atteint. Un défi redoutable et surprenant baptisé sobrement le combat au couteau. 4 nouveaux forgerons d'exception franchirent les grandes portes de l'atelier, apportant chacun avec eux l'arme dont ils étaient le plus fiers. Une lame forgée chez eux avec amour, patience et un dévouement total. Bill Peace, originaire de l'État de l'Ohio et forgeron amateur depuis 4 ans, apportait une magnifique passe entre la poignée et la lame était trop volumineux, risquant de blesser son utilisateur lors d'un impact.
Les juges, après de longues délibérations, estimèrent que l'arme de Carrie demandait trop de travail de correction pour la manche finale. Il fut éliminé, quittant l'atelier avec la fierté d'avoir réalisé son rêve de participer à cette noble compétition. L'ultime épreuve s'ouvrit pour Bill et Thomas. 6 heures décisives les attendaient. Ils devaient non seulement corriger les défauts de leur poignard à pousser et finaliser leur manche, mais aussi recréer une arme emblématique. Le grand couteau de combat du célèbre maître forgeron Colin Sage. Ce chef-d'œuvre exigeait une lame d'une longueur de 43 à 48 cm, d'une largeur minimale de 8 cm, ornée d'une pointe complexe en bec d'oiseau. De plus, la lame devait être forgée en associant de l'acier de Damas et de l'acier au carbone solide, selon la technique traditionnelle japonaise du sanmaï. Ce défi exigeait de jongler entre 2 projets diamétralement opposés. Bill commença par souder ses blocs de métal. Il géra son temps avec brio, jonglant entre l'enclume et son poignard inachevé. Thomas peina davantage. L'ampleur de la lame l'épuisait, ses bras réclamant grâce sous l'effort répété. La redoutable étape de la trempe arriva. La lame de Bill ressortit de l'huile légèrement tordue. Mais il parvint à la redresser partiellement sans la briser, un véritable miracle métallurgique. Les dernières minutes furent consacrées à l'assemblage des manches. Bill connut une frayeur indicible lorsque le pommeau de son grand couteau céda après avoir été refroidi trop brusquement dans l'eau. Gardant son sang-froid, il ressouda la pièce, priant pour que la résine époxy sèche à temps. Thomas, pris au piège par le temps qui s'écoulait inexorablement, ne parvint pas à sculpter correctement son manche en micarta, un matériau pourtant réputé pour sa robustesse. Lorsque la sirène retentit, le silence retomba sur la forge, seulement troublé par la respiration haletante des 2 finalistes. Le juge expert en arts martiaux s'avança pour tester l'ergonomie et la létalité des armes sur un mannequin balistique. Il commença par le poignard de Bill, qui se révéla remarquablement efficace et tranchant. Son grand couteau de combat, bien que massif et lourd, accomplit sa mission de coupe avec une puissance dévastatrice, malgré un manche un peu fruste. Vint le tour de Thomas. Hélas, dès que le juge saisit l'arme, le verdict tomba. Le manche inachevé présentait des arêtes vives et des éclats dangereux. Il était impossible de le manier avec force sans se blesser gravement la main. La sécurité primant surtout, les juges refusèrent de tester l'arme. C'était la dure loi de la forge, une lame, aussi belle soit-elle, devait avant tout être un outil sûr pour celui qui la brandit. Thomas accepta sa défaite avec une grande noblesse, conscient qu'il n'avait manqué que de quelques minutes pour achever son œuvre. Bill Peace fut déclaré vainqueur, remportant le titre de champion de ce premier combat au couteau, ainsi que la prestigieuse somme de $10 000. Les larmes aux yeux, il peinait à croire qu'il venait de triompher dans ce lieu mythique, prouvant à sa famille, à ses pairs et à lui-même que la persévérance, le respect du métal et l'amour du travail bien fait finissaient toujours par forger les plus belles victoires. Et tandis que les braises du foyer rougeoyaient doucement, la grande forge semblait murmurer une promesse éternelle, celle d'accueillir bientôt de nouveaux artisans, prêts à lier leur âme au feu et à l'acier. Sous les lumières éblouissantes de la forge, l'air était déjà chargé d'une chaleur familière et réconfortante. C'était un sanctuaire intemporel où le métal, le feu et la volonté humaine se rencontraient pour créer des œuvres d'art fonctionnelles. 4 forgerons amateurs, le cœur battant de passion et d'anticipation, se tenaient humblement mais fièrement devant leurs enclumes recouvertes d'un lourd drap noir. Il y avait Paul Raspe, un homme de 42 ans, ingénieur en électricité au regard vif et analytique. Son passé professionnel à l'agence spatiale lui avait donné une compréhension profonde des phénomènes physiques complexes, notamment la thermodynamique et le traitement thermique de l'acier. Pour lui, le métier de forgeron était une extension naturelle et fascinante de la science. À ses côtés se trouvait Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans, artisan méticuleux qui forgeait depuis seulement 2 ans. Cody avait appris les ficelles du métier auprès d'un ancien champion du grand tournoi, affinant son art avec une humilité sincère et une soif d'apprendre inépuisable.
Un peu plus loin se tenait Gary Riemann, un jeune forgeron de 23 ans exerçant depuis 5 ans. Gary était un jeune homme plein de vie et d'énergie, avouant volontiers avec un sourire espiègle que lui et ses amis forgerons étaient de grands passionnés, des amateurs de culture populaire et de l'âmes étincelantes. L'atelier, avec lui, devenait un véritable joyeux bazar. Enfin, Tim complétait le groupe, un homme réfléchi, méthodique, prêt à relever tous les défis imposés par l'acier. Le présentateur s'avança au centre de la pièce, un sourire chaleureux aux lèvres. Il leur souhaita la bienvenue dans la plus grande compétition de forge jamais organisée. Les règles du jeu étaient simples mais extrêmement exigeantes. La compétition se déroulerait en 3 manches intenses, avec des éliminations successives. Et un seul vainqueur aurait l'honneur de repartir avec le titre tant convoité et un chèque de 10 000 $. Les décisions reposeraient entièrement entre les mains des juges experts assis patiemment en arrière-plan, attentifs aux moindres détails, prêts à évaluer la résistance et la beauté des créations. Le tout premier défi fut révélé lorsque les draps furent retirés des enclumes. Chaque participant découvrit 2 petites boîtes métalliques cylindriques et une pile de morceaux d'acier provenant d'un sac de frappe mis au rebut. La mission annoncée était colossale. Il ne s'agissait pas de forger un seul couteau, mais bien 2 couteaux parfaitement identiques en acier de Damas, fabriqués directement dans ces boîtes. Les lames devaient respecter des dimensions strictes, mesurant entre 18 et 23 cm de long. Ceux qui parviendraient à passer cette première étape devraient ensuite, lors de la deuxième manche, ajouter une garde et 2 manches pour rendre ces armes pleinement fonctionnelles et sécuritaires. Les juges testeraient alors leur solidité sur une tôle métallique et leur tranchant sur un sac de frappé. Le chronomètre s'enclencha. 3 heures. L'atelier s'anima immédiatement dans un tourbillon d'activités joyeuses et intensément concentrées. Fabriquer 2 couteaux en si peu de temps relevait presque de la magie, surtout en utilisant la technique incertaine et complexe de la boîte. Les forgerons devaient accomplir plusieurs tâches simultanément. Heureusement, il y avait amplement assez de matière dans les sacs de frappe pour forger des lames de 20 cm. Cody, très méthodique, prit le temps de nettoyer minutieusement l'intérieur de ces boîtes avec de l'acétone. Il savait pertinemment que la moindre impureté, la moindre trace d'oxydation, pourrait compromettre la soudure à l'intérieur de la boîte. Paul, de son côté, opta pour une approche légèrement différente. Il plaça tous les morceaux d'acier massif dans une boîte et toute la poudre d'acier dans l'autre, espérant que cette séparation garantirait une texture homogène pour chaque composant de ses futures lames. Gary, emporté par son enthousiasme débordant de jeunesse, décida de souder sans prendre le temps de nettoyer préalablement son métal. C'était un risque audacieux, mais sa confiance en lui était inébranlable, convaincu qu'il réalisait régulièrement ce genre d'exploit chez lui. Tim, quant à lui, scella ses boîtes en les limant avec soin, laissant un infime espace vital pour éviter que la pression interne ne fasse exploser les couvercles pendant la chauffe. Une sagesse acquise par l'expérience. Les boîtes furent plongées dans le feu grondant des forges. L'attente fut le premier véritable test de patience de la journée. Il fallait atteindre la température parfaite, celle qui donnait au métal la couleur douce, brillante et dorée du beurre fondu. Tim fut le premier à juger la température idéale. Il sortit sa première boîte, la plaça sous la presse et la pressa doucement sur les 4 faces, scellant l'acier à l'intérieur dans une étreinte incandescente. Cody suivit le mouvement, sa délicatesse sous la presse hydraulique témoignant de son immense respect pour les lois de la métallurgie. Cependant, la symphonie de l'atelier connut une note discordante. Gary, pressé par le temps et impatient de voir son acier se former, utilisa le grand marteau pilon mécanique. Les coups puissants déformèrent rapidement sa boîte de manière inquiétante. En ouvrant le réceptacle d'acier, son grand sourire s'effaça légèrement. Une ligne sombre traversait le milieu de sa billette, signe révélateur d'une délamination. La soudure n'avait pas tenu. Malgré la chaleur écrasante, le stress palpable et le chronomètre sa création. Lorsqu'il ne resta plus que 60 minutes, la phase cruciale du traitement thermique, la trempe,
Kamenka. Cody plongea ses lames dans l'huile. Un léger voile d'inquiétude passa dans ses yeux lorsqu'il remarqua une légère déformation sur l'une d'elles. Mais il savait comment corriger ce défaut. Tim, méthodique, serra ses deux lames l'une contre l'autre avec des pinces pour s'assurer qu'elles gardent un profil strictement identique lors du meulage. Une idée brillante qui lui valut l'approbation silencieuse de ses pairs. Paul effectua ses trempes avec une maîtrise parfaite. Les deux lames ressortant de l'huile sans le moindre défaut, droite et solide. Le compte à rebours final retentit. 5, 4, 3, 2, 1. Les machines s'éteignirent, les outils furent posés. L'épreuve était terminée. Les 4 hommes, épuisés mais fiers, présentèrent leur création au juge. Le travail de Tim fut salué, malgré quelques irrégularités mineures. Les lames de Paul furent louées pour leur solidité et la beauté de leur conception, bien que nécessitant un peu de nettoyage. Cody reçut des éloges pour la finesse et la droiture de son acier, frôlant la perfection. Malheureusement pour Gary, les délaminaisons étaient trop importantes. Son acier était structurellement affaibli. Avec beaucoup de bienveillance, les juges lui annoncèrent son élimination. Gary quitta la forge avec un grand sourire, sans le moindre regret. Heureux d'avoir partagé cette aventure avec d'autres passionnés. Le deuxième tour débuta immédiatement pour les 3 survivants. Il devait désormais transformer ses lames brutes en armes fonctionnelles en y ajoutant une garde. Et un manche complet en seulement 2 heures. Cody se lança dans la confection d'une garde en laiton. Le laiton, capricieux et difficile à percer, lui donna du fil à retordre. Tim, luttant contre le chronomètre, prit la décision de souder directement sa garde, au risque d'altérer le traitement thermique de sa lame. Paul, calme et serein, avança à un rythme régulier, façonnant le bois et le métal avec l'assurance d'un artisan expérimenté. Les minutes s'égrenaient, lourdes de suspense. La pose des manches s'avéra être un cauchemar pour beaucoup. Cody vit l'un de ses rivets se tordre, bloquant la structure. Dans un nuage de poussière étouffant, il tenta de rectifier le tir, se coupant légèrement le doigt au passage. Les équipes médicales intervinrent promptement, posant un simple pansement pour lui permettre de continuer. Mais le sort s'acharna, le pommeau de son couteau se détacha. Malgré ces obstacles, lorsque le temps fut écoulé, les 3 forgerons avaient des armes à présenter. Les tests furent rigoureux. Le juge, d'un coup sec, frappa des plaques de métal pour tester la durabilité. Les lames de Tim montrèrent des signes de faiblesse, le fil se repliant par endroits. Et son manche se révéla inconfortable, presque blessant. Celles de Paul s'en sortirent avec les honneurs, tout comme celles de Cody, malgré un manche un peu trop proéminent. L'épreuve du sac de frappe, destinée à tester la pénétration et le tranchant, confirma le verdict. Paul et Cody avaient forgé des armes redoutables. Tim, pénalisé par le confort de ses manches, fut éliminé, quittant l'atelier avec la certitude que son amour pour la forge resterait éternel. La grande finale opposa Paul et Cody. Ils devaient retourner dans leur forge personnelle pour un défi de 4 jours. Recreer la legendaire Cinquedea. Cette épée majestueuse, prisée par les nobles de l'Italie du Nord lors de la Renaissance, tirait son nom de sa largeur impressionnante, mesurant 5 doigts à la base. La lame, d'une longueur de 66 à 71 cm, devait comporter 12 longues gouttières, 6 de chaque côté, destinées à alléger l'arme sans compromettre sa résistance. Dans son atelier de l'Illinois, Paul décida initialement de forger son épée en acier de Damas, espérant surpasser Cody sur son propre terrain. Mais le destin en décida autrement. Une fissure apparut dans son bloc de métal, le forçant à changer de stratégie. Avec pragmatisme, il se rabattit sur une solide plaque d'acier carbone monobloc, le fameux 80C RV2. Il passa des heures infinies à creuser délicatement chaque gouttière. Un travail de titan nécessitant une précision absolue. Le traitement thermique fut une autre épreuve. Son four était trop petit pour la lame monumentale, faisant appel à son ingéniosité d'ingénieur.
Il utilisa de la fibre de verre pour sceller l'ouverture et retenir la chaleur, parvenant ainsi à une trempe parfaite. De son côté, Cody choisit l'audace. Il élabora un acier de Damas vertigineux composé de 155 couches d'acier 15N20 et 1084, enveloppant un cœur tranchant. Son travail minutieux porta ses fruits, et son épée prit forme, magnifique et effrayante de beauté, ornée d'une garde en Damas complexe. De retour dans la grande forge, les deux chefs d'œuvre furent soumis à des tests impitoyables. Lacération de lourdes carcasses, destruction de peau en argile, et épreuve de coupe extrême. Les deux épées brillèrent, démontrant la maîtrise de leur créateur. Cependant, la 5DA de Paul s'avéra légèrement trop lourde et moins maniable. L'arme de Cody, fine, élégante, tranchante comme un rasoir et parfaitement équilibrée, conquit le cœur des juges. Cody fut couronné champion, remportant les 10 000 $. Paul, dans un magnifique esprit de camaraderie, félicita chaleureusement son adversaire, fier de son propre travail et honoré d'avoir croisé le fer avec un tel talent. Mais la forge ne dort jamais, et bientôt, une nouvelle aube se leva sur l'atelier, apportant avec elle une nouvelle forme de défi, un tournoi de survie appelé le combat au couteau. Le niveau de difficulté allait atteindre des sommets inédits. 4 nouveaux candidats franchirent les portes. Bill Peace, un forgeron amateur depuis 4 ans, soutenu par son épouse qui tolérait avec humour ses longues heures passées dans l'atelier. Il apportait avec lui une lame en acier de Damas de 160 couches. Rhys, un jeune prodige de 18 ans, autodidacte passionné, présentait une machette forgée à partir d'un ressort de suspension en acier 5160. Thomas Franklin, 34 ans, amateur de gastronomie, venait défendre un superbe couteau de cuisine en acier carbone 1070. Enfin, Carrie O'Connor, 45 ans, professeur d'arts martiaux, arborait un impressionnant poignard géorgien forgé en acier 52 cents. Le premier test fut immédiat, sans même avoir allumé les foyers. Le juge s'empara de leur création pour frapper violemment de massifs blocs de glace. La glace vola en éclats sous les coups. Les armes de Bill, Thomas et Carrie survécurent sans dommage, prouvant la qualité de leur trempe et l'ergonomie de leurs manches. Malheureusement, la machette du jeune Rhys, bien que très solide, possédait un manche trop petit, rendant la prise en main instable et dangereuse. Il fut éliminé avant même d'avoir pu faire chauffer l'acier, mais il partit avec grâce, promettant de forger des manches plus robustes à l'avenir. Le deuxième round imposa une cadence infernale. Les 3 survivants avaient seulement 2 heures pour concevoir un poignard à pousser. Une arme redoutable nécessitant un manche perpendiculaire à la lame. Ils devaient utiliser des barres d'acier 1095 et 15N20. Et leur lame devait mesurer entre 10 et 12 cm. La frénésie s'empara de l'atelier. Fabriquer une telle arme en 120 minutes semblait relever de la folie. Thomas adopta une approche méthodique, gérant son temps avec la précision d'un cuisinier étoilé. Bill, en revanche, se laissa déborder. Il choisit d'utiliser une quantité beaucoup trop importante de métal pour son acier de Damas. Lorsqu'il passa sous la presse hydraulique avec trop de fougue, son bloc se fissura. Poussé par la pensée de sa famille dont les prénoms étaient inscrits sur ses gants de protection, il refusa d'abandonner. Il rattrapa son erreur, martelant avec l'énergie du désespoir. Carrie, lui, tenta une audacieuse torsion de son acier de Damas. Une technique magnifique mais extrêmement chronophage. La gestion du temps devint critique. Il fallait percher, mauler, puncher. Carrie, dans la précipitation, effleura son doigt contre la bande abrasive. Une blessure minime mais qui lui coûta de précieuses secondes. Les trempes furent effectuées dans l'urgence absolue. Lorsque le compte à rebours s'acheva, les 3 forgerons étaient en nage, le souffle court. L'évaluation fut sans appel. L'arme de Bill ressemblait davantage à une ébauche sans tranchant véritable. Faute de temps pour façonner les biseaux. Le poignard de Thomas était beau, mais son manche nécessitait encore des finitions. L'œuvre de Carrie présentait un problème structurel majeur. L'espace centimètres et faire au moins 8 cm de large.
Le défi exigeait une organisation parfaite. Une véritable leçon de gestion du temps et des priorités. Bill et Thomas commencèrent par souder leurs blocs de Damas. Une opération délicate où les températures devaient être surveillées comme le lait sur le feu. Thomas frappait l'enclume avec une belle énergie, modelant peu à peu la forme large et caractéristique de la lame historique. Bill, méthodique, passait d'une tâche à l'autre, alternant entre le travail sur son grand couteau et les finitions de sa petite dague. L'heure de la trempe arriva, ce moment suspendu où le souffle se coupe. Bill plongea sa longue lame dans l'huile. En la ressortant, il remarqua une légère courbure due aux tensions internes de l'acier. Avec un calme olympien, il la redressa doucement sur l'enclume pendant qu'elle était encore tiède. Une technique exigeant un toucher exceptionnel pour éviter la casse. La dernière ligne droite fut consacrée à l'assemblage des manches. Bill choisit d'installer un pommeau en laiton, mais lors du premier montage, la tige filetée céda. Loin de se décourager, il nettoya la zone, respira profondément et souda une nouvelle attache. Prenant le soin de laisser la chaleur se dissiper naturellement pour ne pas fragiliser le métal. Thomas, concentré sur la sculpture d'un manche en micarta, un matériau composite réputé pour sa solidité, rencontra des difficultés pour percer et ajuster les pièces. Le temps filait à une allure folle. Lorsque le décompte final s'acheva, la forge retrouva son calme. Bill et Thomas s'étreignirent, épuisés mais fiers d'avoir repoussé leurs limites créatives. Lors de l'évaluation finale, le jury testa l'ergonomie et l'efficacité des dagues à pousser et des grands couteaux sur d'épais rouleaux de cuir et des cordages marins. Des épreuves non destructives mettant en valeur la géométrie des tranchants. Les outils de Bill passèrent les épreuves avec succès. Sa dague était d'un confort absolu, et son grand couteau, bien qu'un peu lourd, tranchait le cuir avec une aisance remarquable, témoignant d'une ingénierie solide. Malheureusement, le grand couteau de Thomas n'était pas tout à fait terminé. Son manche présentait des aspérités et des échardes de matériaux composites, rendant son maniement inconfortable et potentiellement douloureux pour la main de l'utilisateur. Les juges, attachant une importance primordiale à la sécurité et au confort de l'artisanat, estimèrent qu'ils ne pouvaient pas tester cette pièce en toute équité. Avec beaucoup de douceur et de respect pour l'incroyable travail fourni, ils annoncèrent à Thomas qu'il était éliminé. Thomas accepta ce verdict avec une grande maturité, conscient du chemin parcouru et de l'incroyable expérience humaine qu'il venait de vivre. Bill fut couronné grand champion, remportant le titre et la récompense de 10 000 $. Les larmes aux yeux, il pensa à sa famille, à sa femme bien-aimée qui le soutenait dans cette passion exigeante, et à tous ces mots d'encouragement inscrits sur ses gants. Il venait de prouver que la patience, la persévérance et l'amour du travail bien fait pouvaient surmonter tous les obstacles. Sous les applaudissements bienveillants des juges et des autres participants revenus pour le féliciter, la forge résonna une dernière fois de cette belle harmonie humaine, rappelant à tous que l'art de forger le métal était avant tout une magnifique façon de forger son propre caractère et de célébrer la beauté du partage. Sous la voûte immense du grand atelier, la chaleur régnait en maître, palpitante et vivante, presque palpable. L'air vibrait au rythme sourd des marteaux frappant les enclumes. Une symphonie métallique qui chantait la passion, la sueur et la créativité. C'était un véritable temple dédié à l'art ancestral du forgeron. Un lieu où le feu et l'acier se rencontraient pour donner naissance à des œuvres d'une beauté redoutable. Aujourd'hui, les portes de ce sanctuaire s'ouvraient pour accueillir une nouvelle cohorte de passionnés. Des artisans venus des 4 coins du pays pour prouver leur valeur, apprendre de leur père et, peut-être, repartir avec la gloire et un chèque de 10 000 $. Parmi eux se tenait Paul Raspe, un homme de 42 ans au regard empreint d'une sagesse tranquille. Ingénieur en électricité de profession, il avait passé une grande partie de sa carrière à travailler pour la prestigieuse agence spatiale, repoussant les limites de la science humaine. Mais ici, face au foyer ardent, il redevenait un étudiant de la matière. En tant qu'ingénieur, il comprenait intimement les phénomènes physiques complexes à l'œuvre dans la forge, notamment les mystères du traitement thermique. Pour lui, forger n'était pas seulement un art,
c'était une science appliquée. Une danse entre la température et la structure cristalline du métal. À quelques pas de lui, Cody Adelson, 29 ans, affichait un sourire confiant. Mélange d'enthousiasme juvénile et de détermination. Forgeron amateur depuis seulement 2 ans. Il avait cependant bénéficié des conseils précieux de Tyler Akbar, un ancien vainqueur du tournoi militaire. Cody savait que cet artisanat exigeait autant d'humilité que d'audace. Et il était prêt à mettre en pratique tout ce que son mentor lui avait enseigné. Gary Riemann, le plus jeune du groupe à 23 ans, rayonnait d'une énergie contagieuse. Forgeron amateur depuis 5 ans, il voyait cet endroit comme le terrain de jeu ultime. Pour lui, se retrouver dans la forge avec d'autres passionnés était un véritable bonheur. Un joyeux bazar où des esprits créatifs, tous un peu geeks sur les bords, partageaient leur amour pour les objets tranchants et l'histoire médiévale. Le 4e concurrent, Tim, un homme silencieux et concentré, complétait ce quatuor d'artisans prêts à en découdre dans la bonne humeur. Le silence retomba soudainement lorsque les juges firent leur apparition. Des maîtres incontestés de la discipline, garants de la tradition et de l'excellence. Le présentateur prit la parole, sa voix résonnant clairement au-dessus du crépitement des flammes. Il leur souhaita la bienvenue et expliqua les règles de cette première épreuve titanesque. Sous les toiles qui recouvraient leurs enclumes se cachaient les matériaux de leur premier défi. D'un geste vif, les forgerons dévoilèrent leur équipement. 2 petits cylindres métalliques et 2 bocaux remplis de billes d'acier et de poudre. Leur mission était monumentale. Ils devaient forger non pas un, mais 2 couteaux identiques en seulement 3 heures. En utilisant la technique complexe de l'acier de Damas en cartouche, et en intégrant le métal récupéré sur de lourds sacs de frappe. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm. La tension monta d'un cran. Fabriquer 2 couteaux en 3 heures relevait déjà de l'exploit. Mais réaliser du Damas en cartouche ajoutait une difficulté technique vertigineuse. Gary, avec son optimisme inébranlable, décida de s'attaquer d'abord à l'acier des sacs de frappe. Il y avait amplement de matière pour forger des lames de 20 cm. Largement assez pour satisfaire les critères. Paul, quant à lui, aborda le problème avec la méthode d'un ingénieur. Il décida de répartir harmonieusement les matériaux dans les 2 cylindres pour s'assurer que les motifs de l'acier de Damas soient aussi proches que possible d'une lame à l'autre. Il prit grand soin de ne pas fermer hermétiquement les cartouches, laissant un infime espace pour éviter que la pression interne ne les fasse exploser sous la chaleur extrême. Une précaution vitale. Cody, méticuleux, nettoya soigneusement l'intérieur de ses cylindres avec de l'acétone. La propreté était le secret d'une soudure parfaite. Toute impureté, la moindre trace d'huile ou de poussière, risquait de ruiner l'intégrité de la lame. Paul sourit en voyant la stratégie de son jeune concurrent. Lui-même avait opté pour une approche différente, plaçant les billes dans un cylindre et la poudre dans l'autre, espérant que la chaleur et la pression créeraient une homogénéité parfaite. Gary, pressé par le temps, fit l'impasse sur le nettoyage approfondi et lança directement ses pièces au feu. Un pari risqué qu'il assumait avec son sourire habituel. Le temps filait, impitoyable. Au bout de 2 heures et demie, la forge s'était transformée en un ballet frénétique. Les forgerons devaient atteindre la couleur parfaite, celle du beurre fondu, indiquant que l'acier était prêt à fusionner. Paul, confiant, fut le premier à passer à la presse hydraulique. Il appliqua une pression mesurée sur les 4 faces de son bloc incandescent. L'acier se souda à la perfection. Cody suivit, manipulant la machine avec une délicatesse surprenante, obtenant lui aussi un bloc solide et prometteur. Gary, cependant, dut faire face à la dure réalité de son pari. En passant son acier sous le grand marteau pilon bleu, des lignes sombres apparurent sur les flancs de son bloc. La soudure n'avait pas pris uniformément. Le métal présentait des fissures, ce que les forgerons appelaient des délaminaisons. C'était un coup dur, mais Gary ne se laissa pas abattre. Avec une énergie renouvelée, il tenta de boucher les vides. Sachant pertinemment que la moindre impureté fragiliserait du laiton, apporta une nouvelle dimension esthétique à l'atelier.
Paul opta pour des éléments en laiton qu'il découpa et perça avec la minutie d'un horloger. Cody rencontra quelques difficultés avec un rivet récalcitrant. Un petit morceau de métal qui refusait de s'aligner. En tentant de corriger le problème, il s'érafla légèrement le doigt. L'équipe médicale intervint immédiatement, appliquant un simple pansement sous les rires réconfortants de ses camarades. Rien ne pouvait entamer sa bonne humeur. Tim luttait contre le temps. Il tenta de fixer des manches robustes, mais la précipitation rendit son travail un peu massif. Les manches étaient solides, mais leur taille généreuse manquait d'ergonomie. À la fin de cette épreuve, les juges testèrent la robustesse et le tranchant des couteaux de manière éducative. En tranchant d'épaisses cordes de chanvre et en frappant sur des blocs de chêne massifs pour observer la résilience de l'acier. Les créations de Paul et de Cody glissèrent à travers les cordes avec une facilité déconcertante, prouvant que la géométrie de leurs lames était parfaitement étudiée. Les couteaux de Tim, bien que solides, étaient trop lourds et inconfortables à manier en raison de la taille de leurs manches. Les juges, avec des mots pleins de tact et d'encouragement, annoncèrent que Tim devait quitter l'aventure. Tim sourit, philosophe, déclarant qu'il resterait un artisan dans l'âme jusqu'à son dernier souffle, emportant avec lui une expérience inoubliable. Il ne restait plus que Paul et Cody pour la grande finale. Le défi ultime leur fut dévoilé. Retourner dans leur forge personnelle pendant 4 jours pour recréer une arme historique fascinante. La Cinquedea. Cette épée de la Renaissance italienne. Célèbre pour sa lame large à la base équivalent à la largeur de 5 doigts. Exigeait un équilibre parfait. Des lignes géométriques complexes et la réalisation de multiples rainures, appelées gouttières, sur chaque face pour l'alléger. La lame devait mesurer entre 66 et 71 cm. C'était un projet titanesque qui demandait une patience d'ange et une précision mathématique. De retour chez lui, Paul décida de forger son épée dans un acier robuste et fiable. L'acier 80 CRV2. Il voulait se concentrer sur la géométrie complexe des gouttières. Il expliquait avec passion comment ces rainures modifiaient le centre de gravité de l'objet. Une véritable prouesse d'ingénierie. Il forgea le manche avec de l'acier de Damas, y intégrant même d'anciens hameçons pour une touche personnelle et poétique. Cody, de son côté, entreprit de réaliser une lame en acier de Damas majestueuse, composant un bloc de 155 couches en alternant l'acier 15N20 et l'acier 1084. Le tout soudé autour d'un noyau d'acier 80 CRV2. Le travail était exténuant, demandant une concentration absolue pour ne pas brûler le métal. Mais la joie de voir le motif se révéler sous l'acide effaçait toute fatigue. Lors de l'étape de la trempe, Cody fit face à un défi de taille. Son four était légèrement trop petit pour cette immense lame. Faisant preuve d'ingéniosité, il utilisa de la fibre isolante pour colmater l'ouverture, créant un environnement thermique stable. La trempe fut un succès retentissant, la lame ressortit droite, dure et chantante. Paul réussit également cette étape délicate avec une maîtrise parfaite, prouvant que ses années d'expérience et de calme intérieur portaient leurs fruits. Le jour des résultats arriva. Les 2 chefs d'œuvre reposaient sur la table des juges. L'épée de Paul était une merveille de robustesse, aux lignes épurées et aux manches ornées de motifs subtils. L'épée de Cody était une explosion visuelle, le Damas révélant des vagues hypnotiques sur toute la surface de l'objet. Les juges procédèrent à des tests visant à démontrer l'art de la forge dans sa plus noble expression. Ils testèrent l'équilibre et la fluidité des lames sur de grandes toiles de lin tendu et des structures en bambou entrelacées. La 5DA de Paul trancha le bambou avec une puissance impressionnante. Mais son poids important vers l'avant rendait son maniement légèrement fatigant. Celle de Cody, grâce à un travail minutieux sur la répartition des masses, fendait l'air et la toile avec une légèreté gracieuse, presque musicale. Son manche offrait une prise en main douce et naturelle. Après de longues délibérations, saluant le travail exceptionnel des 2 hommes, les juges déclarèrent Cody grand vainqueur de cette édition, lui remettant le titre honorifique et le chèque de $10 000. Paul le félicita chaleureusement,
le serrant dans ses bras avec une joie sincère. Prouvant que, dans cette discipline, l'admiration mutuelle surpassait de loin l'esprit de compétition. Cody, ému, remercia ses pairs, soulignant que cette victoire était la cerise sur le merveilleux gâteau qu'était l'apprentissage de cet art. Le chapitre suivant de cette célébration de l'artisanat s'ouvrit avec une nouvelle série de talents. Un événement exceptionnel réunissait 4 nouveaux forgerons, venant avec une lame fabriquée chez eux pour un défi de haute volée. Bill Peace, forgeron depuis 4 ans, apportait une lame magnifique forgée en acier de Damas de 160 couches. Sa femme, sa plus grande admiratrice, le soutenait inconditionnellement dans cette aventure. Rhys, un jeune prodige autodidacte de 18 ans, débordait d'une énergie contagieuse. Il présentait une machette robuste, fruit d'un apprentissage passionné entamé dès l'adolescence. Thomas Franklin, 34 ans, grand amateur de cuisine, avait forgé un superbe couteau utilitaire en acier 1070. Enfin, Carrie O'Connor, un homme paisible de 45 ans, professeur d'arts martiaux, apportait une dague géorgienne forgée en acier 5002 cents, dotée d'un manche en bois de séquoia. La première épreuve consistait à évaluer la résistance de ses créations personnelles en entaillant de grands blocs de glace pure. Ce test spectaculaire démontrait la capacité de l'acier à résister au choc froid sans s'ébrécher. La lame de Bill traversa la glace en créant une pluie de cristaux scintillants. Un véritable balai de lumière. La dague de Carrie se comporta merveilleusement bien, légère et agile. Le couteau de Thomas prouva que l'attention portée aux outils culinaires offrait une géométrie parfaite pour trancher la glace en douceur. La machette de Rhys résista vaillamment, mais son manche, façonné de manière un peu trop minimaliste, s'avéra inconfortable, transmettant trop de vibrations dans la main du jeune artisan. Les juges, avec leur pédagogie habituelle, expliquèrent à Rhys l'importance de l'ergonomie dans la conception d'un outil. Rhys accepta cette leçon avec une immense gratitude, conscient des pistes d'amélioration qui s'ouvraient à lui. Il quitta l'atelier le sourire aux lèvres, impatient de mettre en pratique ses précieux conseils. Pour la manche suivante, Bill, Thomas et Carrie durent forger une dague à pousser. Un outil court et compact, en seulement 2 heures. Ils devaient utiliser des barres d'acier 1095 et 15N20. La forge s'anima de nouveau, dans une danse effrénée contre le temps. Carrie opta pour un motif en torsade. Une technique exigeante consistant à tordre l'acier incandescent sur lui-même pour créer des étoiles métalliques. Thomas se lança dans une construction classique, battant le métal avec une régularité de métronome. Bill, dans son enthousiasme, tenta de forger un bloc trop volumineux, ce qui lui fit perdre un temps précieux. Face à la presse hydraulique, son acier se fissura légèrement. Au lieu de céder à la panique, il prit une grande inspiration. Regarda ses gants de protection sur lesquels sa famille avait écrit des mots d'encouragement, et retrouva sa sérénité. Il réduisit la taille de son bloc et parvint à sauver sa pièce in extremis. Les 2 heures s'écoulèrent dans un tourbillon d'étincelles et de sourires complices. Lors de l'évaluation, les juges notèrent que Bill avait forgé un outil très confortable, mais qu'il manquait de temps pour affiner le tranchant. Le travail de Thomas était soigné et très prometteur. La dague de Carrie, bien que dotée d'un magnifique motif torsadé, possédait un manche beaucoup trop grand par rapport à la lame, ce qui déséquilibrait l'ensemble. Les juges durent prendre une décision difficile. Constatant que la géométrie de l'objet de Carrie demanderait beaucoup trop de temps de correction pour la suite du concours, ils durent s'en séparer. Carrie remercia chaleureusement le jury, exprimant son immense joie d'avoir pu vivre cette expérience enrichissante. Un rêve éveillé pour cet amoureux de la sérénité et de l'art du mouvement. La finale opposa donc Bill et Thomas. Leur ultime épreuve était titanesque, en 6 heures. Ils devaient non seulement achever leur dague à pousser, mais aussi reproduire un grand couteau historique en utilisant une technique d'assemblage complexe. Le sans-maillis, qui consistait à insérer une âme en acier dur, l'acier 80 CRV2, entre des couches d'acier de Damas souple. La lame finale devait mesurer entre 43 et 48 cm.
déclarant qu'il était fier de son propre travail et honoré d'avoir croisé le fer avec un artisan si talentueux. L'atmosphère était à la célébration, une véritable ode à l'artisanat. Quelque temps plus tard, la forge s'illumina de nouveau pour un événement spécial. Un tournoi des champions nommé le combat au couteau. Cette fois, les règles étaient inversées. 4 forgerons arrivaient avec la meilleure lame qu'ils avaient fabriquée chez eux. Dès les premières minutes, un test éliminatoire sur un bloc de glace massif allait décider de leur sort. Parmi les candidats se trouvait Bill Peace, un père de famille passionné soutenu par son épouse. Rhys, un jeune prodige de 18 ans ayant tout appris par lui-même, Thomas Franklin. Un cuisinier de 34 ans converti à la forge, et Carrie O'Connor. Professeur d'arts martiaux de 45 ans, cherchant la paix intérieure dans le fracas du marteau. Leurs lames furent frappées contre la glace étincelante. Celle de Rhys, bien que solide, possédait un manche trop fin, rendant la prise incertaine. Ce qui lui valut une élimination précoce. Mais adoucie par les louanges du jury sur son potentiel immense. Les 3 artisans restant durent ensuite transformer une simple clé de plombier et des blocs d'acier en une dague de poussée. Un outil compact et ergonomique, en seulement 2 heures. Le défi chronométré poussa les candidats dans leur retranchement. Bill, dans la panique de l'instant, abîma son acier sous la presse mais sauva son œuvre de justesse grâce à une ingéniosité remarquable. Inspiré par un mot d'encouragement de ses enfants inscrit sur ses gants de protection. Carrie tenta un acier damassé torsadé magnifique, mais au détriment des proportions de sa lame, qui s'avéra trop courte. C'est Thomas et Bill qui accédèrent à l'ultime épreuve. Carrie quittant le plateau avec le sentiment joyeux d'avoir réalisé son rêve de participer. L'épreuve finale exigeait des 2 finalistes de reproduire un majestueux couteau de combat orné d'une pointe en bec d'oiseau et forgé dans un acier composite. Tout en terminant la dague de l'épreuve précédente, le tout en 6 heures. Une véritable course contre la montre débuta. Les artisans jonglaient entre les foyers, les presses et les ponceuses. Bill réussit à surmonter les déformations thermiques de sa lame avec une ténacité admirable, ajustant ses manches avec précision. Thomas, en revanche, fut rattrapé par le temps. Les finitions de son manche en bois restèrent inachevées, présentant des éclats qui rendaient l'arme inconfortable et impossible à tester en toute sécurité. Thomas fut éliminé avec honneur, salué pour la beauté saisissante de sa lame. Bill fut déclaré grand vainqueur, remportant à son tour le prestigieux titre et le prix de 10 000 $. Les larmes aux yeux, il leva les bras au ciel, dédiant cette victoire à sa famille. La forge résonnait non pas des bruits de la guerre, mais des rires, des applaudissements et de la célébration d'un art intemporel, prouvant une fois de plus que derrière chaque étincelle se cachait une passion profondément humaine, unificatrice et profondément inspirante. Sous les projecteurs éblouissants de la grande forge, la chaleur était déjà palpable. C'était un lieu de création. Un sanctuaire où le métal brut se transformait en œuvre d'art grâce à la passion et à la sueur. 4 artisans passionnés se tenaient debout, les yeux brillants d'excitation et de nervosité, prêts à partager leur amour pour cet artisanat millénaire. Paul Raspe, un homme de 42 ans au sourire chaleureux, réajusta ses lunettes de protection. Ingénieur électricien ayant travaillé de longues années pour une prestigieuse agence spatiale. Il trouvait dans la forge un équilibre parfait entre la science physique et l'expression artistique. À ses côtés se trouvait Cody Adelson, 29 ans, le regard pétillant d'une malice joyeuse. Cody forgeait depuis 2 ans seulement. Mais il avait appris auprès des meilleurs et portait en lui une détermination inébranlable. Ensuite, il y avait Gary Riemann, le Benjamin de 23 ans, qui forgeait depuis 5 ans. Pour Gary, la forge était une grande réunion de famille. Un endroit où les esprits curieux et les passionnés se retrouvaient pour partager des rires et des techniques. Enfin, le 4e forgeron, Tim, se tenait prêt. L'esprit concentré et le cœur rempli d'une passion tranquille. Les juges, figures bienveillantes mais exigeantes de ce grand concours amical, prirent la parole pour annoncer le premier défi. Les artisans devaient forger non pas un, mais 2 couteaux identiques en acier de Damas, en utilisant une technique fascinante et complexe.
Il disposait de 3 heures pour accomplir ce miracle de métallurgie. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm. À la clé de cette belle aventure humaine, un chèque de 10 000 $ pour le grand vainqueur. Le chronomètre fut lancé, et la symphonie des marteaux commença. La technique demandée, l'acier de Damas en boîte, était un véritable défi éducatif. Il s'agissait de remplir de petits cylindres métalliques avec des fragments d'acier et de la poudre métallique. Puis de chauffer le tout à une température extrême avant de le presser. La chaleur et la pression devaient fusionner ces éléments disparates en un seul bloc solide. Une métaphore magnifique de la façon dont les différentes personnalités des forgerons se fondaient dans une camaraderie commune. Paul se lança avec la précision d'un scientifique. Il nettoya soigneusement ses matériaux avec de l'acétone, sachant que la moindre impureté, la moindre trace d'oxygène pourrait compromettre la soudure. Cody, avec un grand sourire, décida de mélanger les différents types d'acier dans ses boîtes pour obtenir un motif harmonieux. La forge rugissait, les flammes dansaient, et l'air se remplissait d'une énergie créative joyeuse. Gary, pris dans l'enthousiasme de la jeunesse, choisit de sauter l'étape du nettoyage approfondi. Confiant dans la puissance de sa forge. La fabrication de 2 couteaux en si peu de temps était une course contre la montre. Et chaque seconde comptait. Les cylindres furent placés dans les brasiers, et une attente anxieuse s'installa. Le moment crucial de la soudure approchait. L'acier devait atteindre une couleur spécifique, celle d'un beurre fondu au soleil. Pour que la magie opère. Tim fut le premier à obtenir cette couleur parfaite. Il porta son bloc incandescent vers la presse hydraulique et appliqua une pression douce mais ferme. L'acier se compacta, créant une liaison intime entre les fragments. Cody suivit, maniant la presse avec une délicatesse surprenante. Écoutant le métal chanter sous la contrainte. Gary, impatient et plein d'énergie, sortit son bloc et le confia au grand marteau-pilon mécanique. Les coups résonnèrent dans l'atelier, rapides et puissants. Mais soudain, une ombre passa sur le visage du jeune homme. En observant son acier refroidir légèrement, il remarqua une fissure. Une ligne sombre indiquant que les pièces ne s'étaient pas parfaitement soudées à l'intérieur. C'était le risque de cette technique exigeante. Au lieu de se laisser abattre, Gary sourit, prit une grande inspiration et décida de faire de son mieux pour sculpter une lame avec ce qu'il avait pu sauver. C'était la véritable essence de ce métier, s'adapter. Apprendre de ses erreurs et trouver la beauté dans l'imperfection. Les minutes s'égrenaient. Et les forgerons étiraient maintenant leurs blocs pour leur donner la forme de lames élégantes. Paul travaillait avec une fluidité impressionnante, utilisant son marteau pour créer une courbure harmonieuse. Il expliquait à la caméra comment la structure cristalline de l'acier se modifiait sous les coups. Une belle leçon de physique appliquée. L'étape redoutée de la trempe arriva. C'est le moment de vérité où la lame chaude est plongée dans l'huile pour durcir l'acier. Un choc thermique trop violent, et la lame peut se briser. Cody plongea ses 2 créations dans le bain d'huile avec une douceur infinie. Un léger grésillement se fit entendre, suivi d'un silence soulagé. Les lames étaient droites et intactes. Tim réussit également cette étape avec brio, son visage s'illuminant d'une fierté méritée. Le compte à rebours final retentit. Les 3 heures s'étaient écoulées à la vitesse de l'éclair. Les artisans posèrent leurs outils, fatigués mais souriants, essuyant la sueur de leur front en échangeant des regards de respect mutuel. Les juges examinèrent les œuvres. Les lames de Tim montraient un travail honnête, bien que légèrement irrégulier par endroits. Paul avait réussi à créer 2 pièces remarquablement similaires, prouvant sa rigueur scientifique. Les lames de Cody étaient lisses, élégantes et presque parfaites, témoignant de son talent inné. Malheureusement. La lame de Gary présentait des défauts structurels trop importants en raison de la soudure incomplète. Avec une immense bienveillance. Les juges expliquèrent à Gary les raisons techniques de cette décision, transformant cette élimination en une précieuse leçon pour son avenir. Gary quitta la forge la tête haute, heureux des amis qu'il s'était fait et fier de son parcours. La 2e manche débuta avec une nouvelle exigence. Transformer ces lames brutes en outils fonctionnels en y ajoutant des gardes et des manches.
Les 3 artisans restants disposaient de 2 heures. Le travail du bois est